Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Enfin, quand on dit on arrive. Les vraies voix sont toujours là, que ce soit l'été, l'hiver, qu'il neige, qu'il vente, qu'il grêle ou qu'il refasse chaud, enfin en ce mois d'août. On est ravis de vous accompagner jusqu'à 19h. On est ensemble sur Sud Radio pour débattre de l'actualité qui ne s'est pas arrêtée. Et on en débat avec nos trois vraies voix. Tiens, on est avec Olivier d'Artigol. Bonsoir à vous, Olivier. Bonsoir, heureux de vous retrouver. Ça fait équipe. plaisir, Oui. La petite équipe qui en parlait de la Côte-Aquitaine. On a un Béarnais. Bravo d'ailleurs au Béarnais. Le Pau FC, 3-0 contre les Girondins de Bordeaux. Ça, les Bordelais l'avaient pas vu venir. Il y en a quelques-uns à Sud Radio, je peux vous assurer qu'ils étaient surpris. J'ai failli faire mon billet là-dessus, mais je me suis dit non, je vais pas insister trop. ça va finir par se voir. Voilà, sachez-le si vous nous écoutez. Pau a battu Bordeaux hier 3-0 en match d'ouverture de la Ligue 2. Nous sommes également, pour les deux équipes j'entends, nous sommes également avec Abdoulaye Kanté. Bonjour à vous Abdoulaye. Bonjour à tous. Policier, Dieu sait si l'actualité de la police, on en reparlera avec vous. Il y a est de quoi riche. dire. C'est fini les vacances pour vous en tout cas? Une partie. Une partie des vacances. Une partie, ouais. Écoutez, vous allez essayer de vous reposer avec nous en tout cas. Nous sommes avec Joseph Touvenel également. Bonjour à vous. Bonsoir. Bonsoir à vous, même exactement, directeur de la rédaction de Capital Social, syndicaliste catholique. C'est formidable, je le disais juste avant, on a un syndicaliste catholique, un ancien porte-parole du Parti communiste. Sud Radio donne la parole à tout le monde et la police fait respecter l'ordre en plus. Et chacun sait que le Parti communiste c'est une sorte d'église. Exactement, chacun sa religion. En tout cas, vous ferez la vôtre. Pépon et Don Camillo, arbitré par les forces de l'ordre. Exactement. Ça tombe pas sous le coup de la loi, c'est parfait. Tout va bien, manque plus que la musique de Don Camillo qu'on essaiera de retrouver d'ici la fin de l'émission. Quoi qu'il en soit, on accueille aussi notre vraie voix du jour, puisqu'on a un Béarnais, on a aussi un Bordelais. C'est Olivier au 0826 300 300. Salut Olivier. Oui, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Mais bienvenue à vous. En tout cas, on est ravis d'avoir un Bordelais avec nous. Vous allez nous accompagner pendant une bonne partie de ces vraies voix pour débattre avec nous. Tiens, justement, on va vous poser la question. La première question qu'on va se poser, c'est celle sur laquelle en ce moment même, en direct, planche le Conseil d'État. Est-ce qu'il faut, oui ou non, dissoudre le mouvement écologiste, les soulèvements de la Terre? Oui ou non pour vous? Pour moi, non. Déjà, je suis pour que la Terre se soulève, en règle générale, surtout vu ce qu'on y inflige. Et ensuite, déjà, il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'adhérence, c'est des collectifs, des organisations syndicales, des ONG, c'est des citoyens. Je pense que c'est un combat noble et ça serait une première, à ma connaissance, qu'on vienne à dissoudre un mouvement écologiste, en plus. Donc ça serait, je pense qu'il y a plus à faire du côté de l'extrême droite. Écoutez, vous savez quoi, on va parler des deux. Dans les rues, donc je vois des milices qui descendent dans les rues impunément et sans complexe. Et moi, c'est ce qui m'inquiète. C'est pas les soulèvements de la terre qui m'inquiètent. Mais écoutez, on va parler des deux, en tout cas, parce qu'il y a plusieurs dissolutions. Il y a plusieurs dissolutions qui sont au programme en ce moment. Il y a aussi celle qui a été annoncée, en tout cas demandée par Gérald Darmanin hier, celle du mouvement politique, alors d'extrême droite, extrême droite, catholique intégriste Civitas. Vous avez plus peur des uns que des autres. Mais vous parlerez des deux en tout cas. On est ravis de vous accompagner, Olivier, d'accord? Merci beaucoup. Restez en ligne sur Sud Radio tout de suite. Écoutez, on fait le tour de l'actualité. Les vraies voix Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. Avec les trois mots dans l'actu. Chaque soir, on choisit quand même trois mots qui marquent l'actualité. Ce soir, ces trois mots sont trois mots différents. Il y a le mot d'abord pénurie. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est la pénurie de poubelles qui frappe l'île de France parce qu'il y en a trop des poubelles qui ont brûlé pendant les émeutes. Du coup, les déchets débordent. On va vous parler du thermomètre aussi parce que même si on s'en est pas rendu compte, le mois de juillet 2023 est le mois le plus chaud de l'histoire. Et puis, dernier mot quand même, ce sera un hommage au réalisateur de L'Exorciste, chef-d'œuvre immense du cinéma qui nous a quittés hier. Tout de suite, on revient quand même sur ce qui se passe en Ile-de-France parce que c'est pas banal. Les émeutes, vous avez été sur le front, mon cher Abdoulaye Kanté. Pendant les émeutes, en général, ce qu'on brûle, c'est du mobilier urbain. Ce qui traîne sur la voie, en général, ce sont des poubelles, qu'elles soient vides ou qu'elles soient chargées. Vous avez une pénurie aujourd'hui de poubelles dans un certain nombre de villes d'Île-de-France, notamment dans le sud du Grand Paris, qui font qu'on ne sait plus où mettre les sacs poubelles et qui font que vous avez des déchets qui ont tendance à déborder. Est-ce que vous attendiez à une telle conséquence? Je pense que là, c'est le après-émeute. Donc, on voit les résultats. Donc, entre les commerçants qui sont en train de panser leur plaie avec tout ce qui s'est passé, donc les casses, et on voit que ça a coûté pratiquement presque 1 milliard de dégâts au niveau du mobilier urbain et aussi au niveau des commerces. Et là, on voit qu'on se rend compte que le mobilier urbain, c'est-à-dire les poubelles, etc., donc, qui ont subi des grosses dégradations. On a encore des stigmates dans certains quartiers. Donc, aujourd'hui, oui, effectivement, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait cette pénurie parce que non seulement quand on attaque ce mobilier dit urbain, forcément,
forcément ça crée des problématiques, notamment quand on voit la ville de Paris qui est infestée je sais même pas si on peut appeler ça des rats, des surmulots, de tout ce que vous voulez. Ça date d'avant les émeutes. Donc, mais bon, ça favorise encore une fois que comment voulez-vous que les gens puissent stocker, on va dire, leurs ordures ménagers. Donc là, ils sont obligés de les mettre dehors, et entre-temps, ça crée une problématique d'insalubrité, et aujourd'hui, on a ce résultat-là. Quand vous attaquez du mobilier urbain, on a ce genre de conséquences. Et encore, heureusement qu'il n'a pas fait trop chaud sur cette région-là, là où on sortait les poubelles dans des sacs et les laissait pourrir au grand soleil. On va parler aussi du thermomètre, c'est important quand même. Il faut le noter parce qu'on s'en est pas rendu compte. Bien sûr, on a commencé le mois de juillet par une petite canicule, une vague de chaleur, mais ensuite, en général, il a fait plutôt un temps pourri. Il s'est mis à pleuvoir, on a eu plutôt froid. J'entendais parfois la mer à 16 degrés en Méditerranée. Vous vous rendez compte? C'est terriblement froid. Bref, le mois de juillet 2023 a battu le record du mois le plus chaud. Alors, pas de l'histoire de la Terre, évidemment, parce qu'on n'a pas tout enregistré, mais jamais enregistré sur Terre, avec 0,33 degrés de plus que le mois qui détenait jusqu'à présent ce titre, qui était il y a 4 ans, en 2019. C'est ce qu'annonce le service européen Copernicus. Ça vous surprend ou pas, vous, Joseph Touvenel? Je suis très sceptique sur les chiffres qui sont annoncés. D'abord, vous l'avez dit, c'est pas le mois le plus chaud depuis que la Terre existe. C'est éventuellement le plus chaud depuis qu'on réalise les mesures. Ce qui est à dire que pour la planète, c'est il y a une seconde. Après, Copernicus se sont déjà plantés plusieurs fois, et donc alors on a un réchauffement climatique, ça c'est sûr. En tout cas dans nos contrées. Comment on peut le mesurer plus que les chiffres qui sont annoncés? C'est demander aux agriculteurs, par exemple pour le raisin, on voit les dates, et ce qui se faisait il y a quelques années en septembre avait tendance à se faire fin août. Mais là, cette année, on voit, par exemple, je pense dans le Beaujolais, j'en ai discuté avec eux, ils reviennent à début septembre. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des variations. Il y a quand même un réchauffement climatique. Autre chose qui se mesure sur les étiquettes des bouteilles, c'est important. Absolument. Plus la bouteille est vieille, moins elle est chargée en alcool en général. Et donc, ce qui est intéressant de pencher, c'est quelles sont les causes. Et là, il y a quand même un gros point d'interrogation. Mais écoutez, on pourra toujours continuer à en débattre. J'aimerais qu'on termine aussi par un hommage au réalisateur de cet immense chef-d'œuvre qui nous a tous marqués quand même. On a tous l'image de la petite fille qui retourne sa tête complètement derrière. Normalement, on peut pas le faire, et qui se met à grimper au mur en hurlant des insanités que je n'oserais même pas vous répéter à l'antenne. Je parle du film L'Exorciste, dont le réalisateur nous a quittés effectivement hier. Ça vous a marqué ou pas ce film, vous? Je pense que ça Olivier a marqué j'allais dire notre génération, mais plusieurs générations, parce que c'est le côté spectaculaire de ces films. Il y en a peu. Il marque en effet plusieurs générations. Et on se surprend en les visionnant de nouveau à ressentir le même effroi. C'est ça d'ailleurs le génie d'un cinéaste. Ouais, c'est un bon film. C'est vrai que quand je retrouve ce film et je le re-regarde, on va dire que c'est toujours cette même scène qui est assez sombre, ce regard encore de cette personne qui est envoûtée par le diable, et ce prêtre qui essaie de la désenvoûter, mais qui est totalement... je ne vais pas spoiler, mais... que ce scénario a été imité par d'autres, mais jamais égalé. Non, il y a eu des choses derrière qui... Ça reste la musique. La musique est formidable. Il faudrait qu'on demande à Frédéric Jouve, le directeur des programmes sur Sud Radio, qui est intarissable sur la jeunesse de cette musique, parce qu'une grande musique de film aussi, il faut quand même noter que c'est pas forcément évident à composer. Bref, hommage au cinéaste américain William Friedkin, qui nous quitte hier. On lui doit un autre chef-d'œuvre pour lequel il a été multi-oscarisé d'ailleurs, c'était le film French Connection. Ah oui, c'était aussi en quelque sorte un hommage à notre pays, on va le dire comme ça. Excellent. Restez avec nous sur Sud Radio, c'est les vraies voix. Je vous rappelle notre premier débat. Ça se passe en ce moment au Conseil d'État. Est-ce que oui ou non les soulèvements de la terre, ce mouvement écologiste accusé d'encourager la violence par le gouvernement, est-ce que oui ou non la dissolution des soulèvements de la terre sera confirmée par le Conseil d'État? On va le savoir ce soir. On va en débattre avec vous tous et avec vous au 0826 300 300. On en parle à partir de 17h30. Avant ça, le tour de table de l'actualité. On va revenir à Marseille, parler de la police avec 5 policiers du RAID qui étaient en garde à vue aujourd'hui à la suite de la mort d'un jeune homme pendant les émeutes. À tout de suite sur Sud Radio. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Avec Joseph Touvenel, avec Olivier D'Artigol et Abdoulaye Kanté. Dans quelques minutes, notre premier grand débat. Est-ce qu'il faut oui ou non dissoudre les soulèvements de la Terre, ce mouvement écologiste radical, si j'ose dire. Mais avant ça, parlons de ce qui s'est passé aujourd'hui à Marseille. On continue à regarder ce qui s'est passé pendant les émeutes et à observer les suites. Et les suites, elles sont parfois judiciaires. Aujourd'hui, 20 policiers du RAID ont été convoqués par l'inspection générale de la police nationale, la police des polices, et 5 d'entre eux ont été placés en garde à vue. Une enquête sur la mort d'un jeune homme, Mohamed, 27 ans, retrouvé devant le domicile de sa mère. Il était inanimé, il était à scooter. Il a reçu un impact manifestement d'un projectile de lanceur de balles de défense au thorax. Question pour vous, Abdoulaye Kanté, parce que c'est vous qui voulez en parler. Combien de drames peut-on s'attendre à découvrir à la suite de ces émeutes ? Non, je pense que là, en ce moment, il y a une grosse hystérisation sur les débats, notamment juste le après-émeute qu'il y a eu, ce qu'on a vécu pendant ces 6 jours après le décès du jeune Naël. Maintenant, je pense que il faut aussi faire très attention parce que on voit que l'IGPN est en train de fonctionner, donc l'inspection générale de la police nationale, qui montre aussi son efficacité, donc qui essaye évidemment de mettre de la lumière sur ce qui s'est passé sur certains drames, on va dire. Effectivement, il y a eu mort d'homme. Donc vous avez remarqué d'ailleurs que ce que j'ai dit, c'est combien de drames va-t-on découvrir au terme de ces émeutes ? Bon, après, il y a eu la mort d'un homme, j'ai pas dit qu'il avait été tué par quelqu'un. Mais c'est ça, parce que souvent les gens en fait ont tendance à essayer tout de suite d'être dans l'accusation systémique sans laisser faire la justice. Encore une fois, on a des collègues du RAID qui est une unité d'élite qui effectivement c'est pas leur cœur de métier d'intervenir notamment en violence urbaine, mais je pense aussi que leur rapport a été hyper nécessaire dans le sens où quand on voit le déchaînement de violence qu'il y a eu pendant cette semaine-là, ça veut dire qu'il fallait quand même qu'il y ait des unités qui arrivent pour essayer de calmer les choses. Et effectivement, ils sont intervenus très rapidement, donc ils ont figé certaines situations. Maintenant, s'il y a eu des drames, encore une fois, je fais confiance encore une fois à la justice, et que si effectivement il y a eu des erreurs qui ont été commises par ces personnes-là, mais ils en répondront devant qui de droit. Maintenant, je veux aussi leur rendre hommage aussi à ce qu'on appelle ces héros, parce que je vous rappelle encore une fois que le RAID, BRI ou GIGN, ce sont ces hommes et ces femmes qui sont intervenus dans les pires histoires, des histoires sombres de notre pays, notamment quand on voit les attentats. Donc je pense que oui, c'est quoi qu'il arrive, qui a neutralisé notamment Mohamed Merah, on s'en souvient très bien du côté de Toulouse. Quoi qu'il se passe, il y a une justice qui va faire son travail, mais pour autant n'oublions pas ces héros du quotidien qui quand même ont sauvé la vie de milliers de personnes. Et ceux qui malheureusement vraiment ont commis des erreurs, ils en répondront devant la justice. C'est tout ce qu'on demande. Mais en tout cas, c'est ce qui est manifestement ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, on a rendu sur Sud Radio notamment hommage à chaque fois qu'il le fallait aux unités spéciales, que ce soit de la police, de la gendarmerie nationale. Revenons malgré tout sur ce qui s'est passé. Est-ce que c'était la place de policiers d'élite ? On parle de policiers d'élite pour le coup, dont la vocation est de neutraliser des terroristes dans les pires conditions qui soient. Est-ce que c'était raisonnable de leur demander de faire du maintien de l'ordre ? C'est même pas du maintien de l'ordre, c'était dans le cadre de violence urbaine, qui était un déchaînement de violence sans précédent. Oui, encore une fois, sans commune mesure avec des actes terroristes. C'est ça que je veux dire. Après, c'est à l'appréciation, on va dire, des responsables qui ont eu, on va dire, donné des ordres pour essayer de calmer une certaine situation qui était, j'aimerais dire, intenable. On était dans une forme d'insurrection et il fallait décider, agir pour justement protéger les personnes et les biens. Revenons un petit peu en arrière, quand on voit pendant cette semaine-là, à Lyon, on avait quand même des individus qui étaient armés de Kalachnikov. Voilà, donc il y avait quand même un collègue qui s'est pris une cartouche de 9 mm dans le gilet pare-balles. C'est arrivé, effectivement. Et donc c'est vrai qu'effectivement, il fallait quand même aussi des unités qui puissent répondre de manière proportionnée face à ces individus qui étaient armés, qui voulaient tuer du flic. Olivier D'Artigol ? Il y a plusieurs dimensions. D'abord, le tableau général, c'est nos forces de l'ordre, depuis des mois, des années même, ont des conditions d'exercice de leur métier de plus en plus difficiles, de plus en plus insupportables pour un certain nombre d'entre eux, ce qui occasionne des démissions, des burn-out, de l'épuisement. Les témoignages des policiers sur le terrain chroniques nous disent ces difficultés d'exercice du métier. Il y a bien sûr les affaires les plus récentes, et on voit que le temps médiatique n'est pas le temps judiciaire. Et je crois vraiment qu'il faut, sur l'ensemble des affaires, éviter de monter dans les tours de part et d'autre, et faire en sorte que l'autorité judiciaire puisse mener les enquêtes, que les enquêtes administratives en interne aussi soient menées, qu'il y a à la fois la présomption d'innocence, mais il y a aussi le fait que les fonctionnaires de police ne sont pas au-dessus de la loi
Et je l'ai dit à certains représentants syndicaux policiers. Je ne suis pas d'accord face à l'argument qui est de me dire que une détention provisoire pour un policier est inacceptable. Elle est rarissime en correctionnel. C'est vrai. Au final, pour le cas de Marseille, c'est 8 magistrats pour un autre cas de Marseille, qui en ont décidé. Donc je pense qu'il faut faire baisser la température et répondre aux revendications légitimes des policiers pour améliorer leur exercice. Il y a des choses très précises qui sont posées sur l'aide juridictionnelle, sur un certain nombre de choses, mais sans qu'on crée une catégorie de citoyens à part. J'aime bien la formule qui consiste à dire ne sont pas en dessous, mais ils ne peuvent pas être au-dessus de la justice. Je pense qu'il y a les dernières affaires ne sont pas les meilleures situations pour débattre sereinement de tout ça. Joseph Touvenel. Les policiers sont une catégorie de citoyens à part. D'ailleurs, le code pénal est plus rigoureux pour les policiers que pour le commun des citoyens. Et pour les personnes qui attaquent les policiers, les peines sont aggravées. Oui. Mais ce qui se comprend, les policiers ont des droits que nous n'avons pas, c'est bien normal. Celui d'être armé, et ça fait partie de leur mission. Donc ça, c'est organisé parce que nous sommes dans un état de droit. Et cet état de droit, là, il y a quelqu'un qui est retrouvé mort. On ne sait pas encore de quoi, dans quelles circonstances, etc. Il est normal qu'il y ait une enquête. Il y a une présomption d'innocence, il ne faut pas l'oublier. Garde à vue était-elle nécessaire ou pas ? Je ne connais pas le dossier, je ne peux pas... On précise que la garde à vue n'est pas la mise en détention provisoire et qu'à ce stade, les 5 policiers du RAID ne sont pas du tout en détention. Je ne peux pas commenter la garde à vue, bien, pas bien, etc. C'est ceux qui en ont décidé, qui ont le dossier entre les mains. Moi, je trouve très bien qu'on soit dans l'état de droit et que l'état de droit soit respecté par les uns et par les autres, sachant que, évidemment, il faut prendre en compte la difficulté du travail des policiers. Ça a été rappelé, là, à l'instant. J'étais dans une période d'émeute, des gens qui sont sur le terrain, mais en permanence. Et donc, ces circonstances sont des circonstances qui doivent être prises en considération. Et puis, dans les responsabilités indirecte, il y a la responsabilité pour moi de tous ces idéologues qui appellent tranquillement à la violence, à l'émeute, qui poussent au crime en fait. Et quand le crime est réalisé, qui s'en lave les mains. C'est ce qui est juste simplement, on va dire, d'une aberration, c'est cette forme d'atmosphère où il y a une forme de lynchage médiatique, où tout de suite, comme l'a dit justement notre invité Olivier Darty, qui disait que justement qu'il faut qu'il y ait le temps de médiatique n'est pas celui de la justice, on va dire. Donc forcément, je pense qu'à un moment donné, à force de pouvoir indexer les forces de l'ordre sans avoir les tenants et aboutissants, donc du coup, on a tout de suite le coupable idéal et souvent on laisse pas forcément la justice faire son travail et des fois il y a aussi l'autorité politique qui s'éprend aussi des mois et qui va aussi dans cette forme accusatoire sans respecter l'état de droit, et c'est ça que je trouve quand même dommageable. Nous sommes dans un état de droit, il y a une présomption d'innocence et j'ai remarqué qu'il y a une forme de présomption d'innocence à géométrie variable. Donc quand on voit qu'effectivement, je prends l'exemple de Juan Branco qui revient du Sénégal et qui a été exfiltré de là-bas parce qu'il allait défendre expulsé. Bon, je caricature, mais bon, que certains avocats se sont levés pour dire que il n'avait pas du tout à aller en détention provisoire parce que voilà, c'était un avocat. J'ai envie de dire, mais dans ce cas-là, il y a un statut spécial. Ils ont un statut spécial aussi. Donc remettons un peu les choses à l'endroit où effectivement, pour des choses avérées et que la justice fait son travail. Donc pour la détention provisoire de notre collègue à Marseille, ça je vais pas forcément me prononcer, mais dans le sens où la justice, elle a fait son travail et elle l'a bien fait. Est-ce qu'on peut imaginer et on va essayer de généraliser un petit peu, que la violence, c'est pour ça que je prends toutes les pincettes possibles, la violence était tellement généralisée et répandue sur le territoire qu'on ait pu faire feu de tout bois en envoyant tous les policiers qu'on avait, y compris ceux dont ce n'était pas le métier, rétablir l'ordre, et que dans ces conditions, parce que le désordre était partout, il y ait pu y avoir des erreurs qui ont conduit par moments à des drames, parce que les policiers soit n'étaient pas au bon endroit au bon moment, soit ils n'étaient pas formés, ceux qui étaient sur place, à réagir de cette manière-là. Alors, on va prendre l'exemple tout simple. Quand on voit ce qui s'est passé à Marseille, l'autre affaire avec le jeune Eddy, donc là oui, effectivement, donc il y a une enquête qui a montré, pour l'instant, et encore une fois, il y a une justice qui va faire son travail, qu'il y a eu peut-être une erreur de commise, et ça montre aussi que, au résultat, donc quand une erreur est commise par un policier, elle est sanctionnée. Oui. Mais pour autant, elle est contestée par les policiers. Pardon. Mais
Elle est contestée. Elle est contestée par les policiers de Marseille, une bonne partie des policiers de Marseille. Après ça, c'est encore une fois, je dis que ce sera la justice qui va trancher. Mais pour autant, le déchaînement de violence qu'il y a eu nécessitait quand même une force rapide et efficace pour pouvoir faire cesser cela. Rétablir l'ordre, effectivement. Mais bien sûr, quand on voit qu'il y a eu quand même des halls d'immeubles qui ont été incendiés et que vous avez des personnes qui habitaient au-dessus, donc il fallait quand même... Est-ce que vous, qui êtes par exemple policier, ça vous est arrivé dans un état, je sais pas, de fatigue, par exemple, de surréagir dans certaines conditions? Est-ce que ça peut arriver? Mais je dis souvent aussi, je l'ai même dit dans mon livre et tout, vous savez, vous avez un policier qui porte un uniforme et en dessous de l'uniforme, vous avez des humains. Vous avez des humains, vous avez des personnes. Je défie quiconque de passer des heures et des heures à, on va dire, braver le pavé, les mortiers, les insultes et les crachats et essayer de garder son calme. Il faut qu'on garde notre calme. Il faut qu'on est déontologique, on va dire ça. Mais pour autant, c'est vrai que quand on a une erreur, on commet une erreur, je peux vous dire qu'on ne loupe pas. Donc, soyons quand même, on va dire, assez pragmatiques, se dire que oui, les policiers font leur boulot malgré les difficultés qu'ils ont. Et nous serons amenés d'ailleurs à en reparler. Allez, 0826 300 300. Vous parliez des conditions de travail, si j'ose dire, des forces de l'ordre. On va parler de celles des gendarmes, notamment. Vous vous souvenez de cette manifestation à Sainte-Soline contre les méga-bassines, dites méga-bassines. Ça avait donné lieu à certaines scènes de violence assez spectaculaires. On avait jeté des boules de pétanque par moment sur les gendarmes mobiles. Et à la suite de cette manifestation, le gouvernement avait fini par demander la dissolution du mouvement Les Soulèvements de la Terre. En ce moment même, le Conseil d'État est en train de se prononcer sur un recours qui conteste la dissolution des Soulèvements de la Terre. Faut-il dissoudre ce mouvement, oui ou non? On en débat avec vous tous au 0826 300 300 dans un instant sur Sud Radio. 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 17h28. Nous sommes avec nos trois vraies voix du soir. Abdoulaye Kanté, Joseph Touvenel et le camarade Olivier D'Artigol qui va nous rejoindre dans un tout petit instant. Nous sommes aussi avec Olivier de Bordeaux au 0826 300 300. C'est notre vraie voix du jour. Et nous allons accueillir dans un instant notre invité Thomas Porte, député insoumis NUPES sur Sud Radio, pour débattre du sujet du soir. On parle du mouvement Les Soulèvements de la Terre. Faut-il, oui ou non, les dissoudre? C'est à cette question qu'est en train d'essayer de répondre le Conseil d'État. On en parle tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La France est un pays dans lequel on peut manifester. C'est une liberté constitutionnelle, nous la respectons. Cette tentation qui reviendrait à légitimer le recours à la violence pour une idée, pour un combat, cette tentation-là, nous devons la combattre. Alors oui, à la demande du président de la République et de la Première ministre, demain matin, je présenterai au Conseil des ministres le décret de dissolution des Soulèvements de la Terre. Le ministre de l'Intérieur estime que les manifestations violentes à l'égard des personnes ou des biens à Sainte-Soline, dans la région nantaise, constituent des menaces et puis il redoute des dérives terroristes. Aucune définition juridique sérieuse du terrorisme ne s'applique de près ou de loin au soulèvement de la terre. Nous sommes dans le pur abus de langage. Ils sont à la fois fichés par les services de renseignement, parfois depuis de très nombreuses années. Dès ce soir, il y a 130 rassemblements dans différentes localités de France, rassemblements de soutien avec les personnes interpellées par la police antiterroriste. Avec la dissolution, ce sera fin de partie. Eh bien, si les soulèvements dissous devaient réapparaître même sous une autre forme apparentée, ceux qui en seraient reconnus coupables ou responsables seraient passibles de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Et face à cela, on ne dissout pas un soulèvement. C'est en tout cas le slogan des partisans et des soutiens du mouvement Les Soulèvements de la Terre. Faut-il oui ou non le dissoudre? Le Conseil d'État est en train d'examiner un recours contre la dissolution. En ce moment même, on accueille notre invité Thomas Porte. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes député France Insoumise NUPES et vous défendez, vous opposez à la dissolution des Soulèvements de la Terre. Pourquoi? Parce que c'est une criminalisation aujourd'hui du mouvement écologiste et de celles et ceux qui se mobilisent pour préserver la planète. Et quand j'entends Gérald Darmanin parler d'écoterrorisme, quand j'entends ce gouvernement dire que c'est une bande organisée, qui sont des criminels, non. C'est simplement des gens qui se mobilisent pour préserver les ressources en eau, pour faire en sorte qu'il y ait de la biodiversité qui continue à vivre, pour faire en sorte que notre planète elle soit vivable et qu'on sorte des logiques de l'agro-business qui aujourd'hui nous amènent dans le mur. On est dans une situation, par exemple, de sécheresse en France inédite. Au 1er mai 2023, on avait plus de départements en alerte sécheresse que l'année dernière. Donc ce sont des gens qui sont des lanceurs d'alerte, ce sont des gens qui ont des mobilisations de désobéissance civile pour mettre au cœur du débat politique et public la question écologique et la question du réchauffement climatique. Donc cette dissolution, elle poursuit juste un but
criminaliser celles et ceux qui se mobilisent aujourd'hui pour défendre un autre modèle de société que celui du gouvernement. Oui, alors sauf qu'il y a mobilisation et mobilisation. Vous avez raison, il y a beaucoup d'écologistes qui dénoncent par exemple les méga-bassines, en les appelant comme ça d'ailleurs, mais il y a aussi un certain nombre de gens qui avaient répondu à l'appel à manifester des soulèvements de la Terre en venant à Sainte-Soline pour jeter des projectiles dans des scènes d'une violence extrême sur les gendarmes mobiles. Vous les avez vus voler, les boules de pétanque, vous aussi, Thomas Porte? Écoutez, moi je vous invite à lire le rapport qui a été fait par la Ligue des droits de l'homme quelques semaines après la mobilisation à Sainte-Soline, et qui donne des éléments très précis sur l'utilisation disproportionnée de la force, sur la question de la criminalisation, y compris en amont de cette mobilisation, sur, oui, vous avez raison, des méga-bassines. Mais je considère aussi qu'il y a un deux poids deux mesures. Parce que vous savez, moi je suis élu en Seine-Saint-Denis, mais j'ai grandi en Lot-et-Garonne. Oui. Et à côté de chez moi, il y a une retenue d'eau qui s'est construite qui s'appelle le lac de Caussade, qui a été déclaré illégal par l'État, et les représentants de la Chambre d'agriculture, qui sont ici gérés par le syndicat majoritaire, qui est la coordination rurale, sont allés contre l'interdiction eux-mêmes prendre des engins pour construire un barrage qui était illégal. Ils se sont filmés, ils ont sabré le champagne, et on n'a jamais eu d'arrêt du Conseil d'État, on n'a jamais eu de décision du Premier ministre ou du ministre de l'Intérieur pour dire qu'il faut dissoudre ce groupuscule-là. Donc il y a un deux poids deux mesures, et on s'attaque aujourd'hui à des gens qui veulent mettre un sujet sur la place publique sur lequel le gouvernement ne veut pas être interrogé, ne veut pas réagir parce qu'il a une politique d'inaction climatique. Écoutez, la priorité du gouvernement d'Emmanuel Macron, elle devrait pas être celle de dissoudre les soulèvements de la Terre. Elle devrait plutôt être d'être présent aujourd'hui au Brésil, où on a le sommet de l'Amazonie, pour préserver cette forêt qui est un véritable poumon, où la France est le seul pays qui n'est pas présent alors qu'il y a des parcelles de forêt sur notre territoire. Voilà aujourd'hui l'inaction climatique de ce gouvernement. Eh bien, on va en débattre avec vous. Restez avec nous. Non, mais vous allez revenir. De toute façon. Sur une chose, faire croire qu'on va faire taire celles et ceux qui se mobilisent avec la dissolution, c'est se tromper. Le combat climatique, c'est la question de notre siècle, c'est la question de notre génération, et elle va revenir dans le débat, même s'il y a une dissolution qui est prolongée. Alors, vous allez débattre avec nos trois vraies voix qui sont d'ici, Thomas Porte, puisque vous êtes avec Abdoulaye Kanté, qui est policier, qui a réagi quand il a entendu le mot Ligue des droits de l'homme. On en parlera dans un instant. Vous êtes aussi avec Olivier d'Artigol et Joseph Touvenel. J'aimerais d'abord qu'on donne la parole à Alexandre, qui nous appelle au 0826 300 300 depuis la Haute-Garonne, pas loin de Toulouse, je crois. Vous êtes agriculteur, mon cher Alexandre, bienvenue. Oui, c'est ça, merci. Bonsoir à tous. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes favorable à la dissolution des soulèvements de la Terre, pourquoi ? Oui, parce que je juge que c'est une association terroriste. Ouf, voilà. Le mot est fort. C'est la réalité. Après, si on veut se mettre les œillères, on a le droit, comme fait le député LFI. Mais c'est une action terroriste. Mais alors terroriste, on va en débattre justement. Restez avec nous, Alexandre, parce que terroriste, ça veut dire qu'on tue des gens. Ils ont tué personne à ce stade. Non, mais enfin, leur mode d'action quand même est illégal. C'est un bon. C'est aussi important que s'attaquer à un homme, quoi. Du moins, c'est la première étape. Qu'est-ce que vous produisez, vous, en tant qu'agriculteur ? Moi, je suis en agriculture biologique. Ouais. Voilà, et après éleveur aussi. Vous êtes éleveur, donc vous avez quoi comme animaux et quoi comme... Du canard. Vous élevez des canards ? Bon, c'est magnifique ça en tout cas. Merci à vous de le faire. Parce que quand même, on pourrait pas. Il y aurait quelques repas de fête qu'on pourrait pas célébrer sans les gens comme vous. Donc merci beaucoup, mon cher Alexandre. On va continuer à débattre avec nos vraies voix. J'aimerais donner la parole à Abdoulaye Kanté. Monsieur Portes, je pense que Monsieur Porte, pardon, excusez-moi. Moi, ce que je constate en fait dans votre discours, en fait, c'est que j'ai l'impression que vous décrivez l'image de cette association comme des anges, en fait, en gros, qui venaient justement pour parler de l'écologie, pour défendre, on va dire, des idées, mais vous n'avez pas un mot sur ces images de violence, sur ces violences qu'il y a eu envers ces gendarmes, ces centaines de gendarmes qui ont été grièvement blessés par des boules de pétanque, par des mortiers qui ont été incendiés, leurs camions ont été incendiés. On peut parler d'écologie, on peut essayer d'argumenter, on peut essayer de débattre, mais quand on arrive comme ça en essayant de mettre une image assez, on va dire, angélisante de ces individus qui ont attaqué des forces de l'ordre, j'ai envie de vous dire, mais dans ce cas-là, est-ce que vous ne pensez pas que cette dissolution n'est pas justifiée, même si vous êtes contre, mais à un moment donné, pour moi, elle est totalement justifiée, sous réserve que le Conseil d'État donne sa décision, mais vous n'avez eu aucun mot sur ces images de violence qu'il y a eu. La réponse de Thomas Porte. Écoutez, nous, vous savez, sur les questions des violences, on considère qu'en marge d'une manifestation, évidemment, aucun policier, aucun gendarme ne doit être blessé comme aucun manifestant. Vous ne l'avez pas condamné, hein ? Vous n'avez fait aucune condamnation. Je remarque que vous n'avez pas eu de mots pour les deux militants qui ont été laissés entre la vie et la mort. Il y a eu une défaillance d'accès des secours, c'est-à-dire
il y a les forces de l'État qui ont empêché des gens de venir soigner des gens qui étaient C'est contesté. C'est faux. Vous le savez très bien, c'est faux. C'est le rapport de la LDH le décrit très précisément. Il y a des centaines d'écoutes, c'est documenté. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi on veut criminaliser ces gens-là. Et ces gens-là, ils étaient venus dénoncer à Sainte-Soline la question des méga-bassines. Et le fait d'interdire déjà une manifestation contre des méga-bassines qui, au final, profitent à une minorité de personnes qui s'accaparent de l'eau, c'est un problème. Mais encore une fois, si vous pensez mettre sous les ténoirs la question écologique, si vous pensez que celles et ceux qui mènent des actions de désobéissance... Ce que je n'ai jamais dit, mais bon, après, j'ai dit qu'on peut débattre de l'écologie, mais quand on fait des actes de violence, je suis désolé, moi, le débat s'arrête. Écoutez, moi, j'étais pas à Sainte-Soline, et je vous dis une chose, celles et ceux aujourd'hui qui mènent des actions de répression contre ces manifestations-là, c'est aujourd'hui les représentants de l'État. Et quand j'entends parler de terrorisme, mais de quoi on parle ? Terrorisme, c'est des prises d'otages, c'est des attentats. Les militants écologistes ne sont pas des terroristes. Et utiliser ces mots-là, c'est totalement irresponsable. Et encore une fois, le 2 poids 2 mesures, le syndicat majoritaire dans l'agriculture qui est la FNSEA, a l'habitude de faire des manifestations qui sont très puissantes, de jeter des tentes de fumée. Oui, enfin, ils ne balancent pas des boules de pétanque sur les gendarmes, la FNSEA. De dégrader des permanences, notamment des députés. Et je pense à ma collègue Catherine Couturier dans la Creuse, où les jeunes agriculteurs, qui est la branche de jeunesse de la FNSEA, s'est filmé en train de dégrader sa permanence. Il n'y a pas eu un mot là-dessus. Donc on voit bien que c'est toujours les mêmes qui sont visés. Et encore une fois, la très large majorité des militants écologistes sont des militants pacifiques. Olivier D'Artigol. Alors il y a plusieurs dimensions. D'abord, il est important de maîtriser les mots. Si on perd le sens des mots, on perd une partie de notre humanité. Le terrorisme, c'est le Bataclan. Et pour les familles des victimes du Bataclan, ou pour les rescapés du Bataclan, elles savent très bien, elles, ce qu'est le terrorisme. Premier point. Second point, on en a parlé en début d'émission sur l'urgence climatique. On pourrait parler aussi du dossier de la gestion de l'eau, qui va être dans les années qui viennent un dossier très sensible. Il est parfaitement normal que des associations, des syndicats, des collectifs de riverains, des citoyens puissent s'organiser pour porter le débat public et des alternatives sur une politique qu'ils contestent, qui nous envoie dans le mur, parfois jugeant des grands projets en effet inutiles et voulant donc s'organiser. Ça, c'est la démocratie, c'est le débat d'idées, voulant s'organiser. Et je pense qu'on doit garder ce discernement qui fait que sur des mobilisations, il y a des personnes sincères, non violentes, mobilisées, qui apportent beaucoup à notre démocratie. Car même quand la manifestation est interdite. Oui, bien sûr, car ce sont des citoyens éveillés, parfois des personnes ressources, des experts d'un certain nombre de questions, et il y a des casseurs. Nous connaissons ces profils. Regardez la mobilisation contre la réforme des retraites. Les organisations syndicales n'ont pas organisé le chaos, le tumulte, la bataille. Ce sont des casseurs qui ont infiltré le mouvement social. Et il y avait donc à Sainte-Soline deux profils, et il faut les distinguer. Des personnes de bonne volonté, non violentes, engagées, qui disent des choses qu'on devrait réfléchir beaucoup plus dans le débat médiatique, et des casseurs qu'il faudrait appréhender et dont les attitudes et les comportements et les actes contre les forces de l'ordre sont inacceptables. Mais le reproche, et donc Monsieur Darmanin ne se trompe pas de cible. Ce que vous dites justement, ces personnes qui sont sincères, où on doit apporter le débat justement que l'écologie qui est nécessaire, effectivement, il faut le mettre sur la table. Mais pour autant, ces personnes ont été invisibilisées, je le dis bien invisibilisées, par des personnalités qui, à travers les réseaux sociaux, à travers des prises de parole, ont incité, je dis bien incité à cette forme de violence. Et moi, je le dis encore une fois, parlons de ces personnes. Non, mais donnons la parole dans ce cas-là à Joseph Touvenel, parce que donnons la parole à Joseph Touvenel, parce que des manifestations en tant que syndicaliste, il en a fait beaucoup. Joseph Touvenel. On voit très bien que certains font un rapt sur l'écologie. Et s'approprient l'écologie. L'écologie, c'est moi. C'est moi qui peux en décider. Qui a dit ça ? Mais on le voit très bien, puisque là, on nous dit soulèvement de la terre, c'est l'écologie. Mais il y a de très nombreux écologistes qui ne sont pas du tout en faveur du soulèvement de la terre. Hein. Soit. À commencer par Joseph Touvenel, qui, depuis son plus jeune âge, a été élevé dans l'écologie et qui refuse la violence pour une chose simple qu'un écolo devrait comprendre. La fin est dans les moyens, comme l'arbre est dans la semence. Oui. Et le moyen que j'emploie pour arriver à mes fins, ça joue aussi sur la fin. Je n'ai pas vu, pour un certain nombre de personnes, y compris
le député Thomas Porte, une condamnation mais rigoureuse. Les gens, quand je suis à une manifestation, je vois les forces de l'ordre attaquées, je vois des véhicules qui brûlent, qui s'en vont en disant « je condamne ». Ils ne l'ont pas fait. Et si je ne le fais pas, c'est que je suis en accord. Oui. Mais j'ai même pas le courage de le dire. C'est une forme de lâcheté. C'est juste la réalité. Et puis, soulèvement de la terre, il n'y a pas que Sainte-Soline. Quand, dans la toute-puissance, je vais sur des autoroutes, je vais sur des routes et je bloque la circulation, j'empêche des gens d'aller travailler, je bloque des ambulances, de quel droit ? De quel droit ? On est quand même en démocratie. Que j'ai des idées, que je les exprime, qu'il y ait un débat, c'est légitime. Mais il est absolument illégitime de décider que moi, dans ma toute-puissance, je peux aller au-dessus des lois de la République parce que j'ai raison. Quand les gens commencent à nous dire, malgré tout, malgré la loi, j'ai raison, moi ça m'inquiète parce que la dictature est pas loin. Donc vous avez mené un combat syndical pendant des décennies, sans jamais produire une action, une initiative qui a pu avoir des conséquences sur l'organisation d'une journée ou d'un service public. Ou... Olivier, je vais vous dire... Parce que moi, ça m'est arrivé dans une autre vie de faire par exemple opération péage gratuite. C'était illégal. Comment ? Et c'était illégal. Oui, bon, mais qu'on m'a reproché, mais c'était pour sensibiliser aussi sur un scandale d'État qui a été la privatisation des autoroutes. Olivier, un véritable scandale d'État. Je vais vous dire. Dans mon action syndicale... Vous savez, Manoukian était pas Manoukian, c'était hors la loi, hein, vous savez. Oui. Mon père a été... C'était pas le même pouvoir. Mon père a été emprisonné aussi par les nazis. Oui, mais faites attention, même en démocratie, quand on commence à dire, même en démocratie, quand on commence à dire concernant certaines actions, vous ne pouvez pas faire ça quand ces actions ne sont pas violentes, bien évidemment. Là, moi, je me dis, on met le doigt dans un engrenage. Maintenant, j'aimerais bien qu'on remette un petit peu l'église au milieu du village. Vous avez parlé de Manoukian. Il y avait une question, je vais répondre à la question. Vous avez parlé des résistants. On n'est pas non plus sous l'occupation nazie en ce moment. On ne peut pas tout comparer. Ce que je veux. Non, bien sûr, je vais répondre quand même d'histoire, donc je connais un peu tout ça. À la question d'Olivier. Je connais tout ça. Olivier. Mais je vous dis simplement qu'il y a une petite musique dans le pays aujourd'hui qui voudrait nous faire croire qu'on devrait tous rester tranquilles en attendant que les décisions du pouvoir jupitérien tombe. Joseph Touvenel est très tranquille. Syndicale. À une époque, il y a eu des licenciements dans ma branche professionnelle. J'étais absolument pas concerné. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé me suspendre sous le pont au change avec un boot, sans violence, sans rien casser, sans bloquer personne, sans bloquer les usagers, et j'ai obtenu un rendez-vous en tête-à-tête avec le ministre de l'époque syndicale. Et j'ai obtenu qu'il n'y ait pas les licenciements, mais qu'il y ait un vrai plan de reconversion. Je n'ai rien cassé, je n'ai pas bloqué les usagers. Et je suis devenu le majoritaire dans ma branche professionnelle. Quels moyens sont légitimes pour se faire entendre ? Ça parle aussi à Thomas Porte, parce que l'action syndicale, ça vous connaît, Thomas Porte. Évidemment, puisqu'avant d'être député, j'étais cheminot, donc j'ai participé à un certain nombre de mobilisations sociales qui ont eu, et je le reconnais, des péjorations sur le quotidien des usagers, puisque quand vous faites grève et quand vous bloquez des trains de manière tout à fait pacifique, vous exercez votre droit de grève, ça a des conséquences sur des gens. Certes. Quand vous avez des milliers de personnes, des centaines de milliers qui se sont mobilisés pendant la réforme des retraites, qui ont bloqué des raffineries, qui ont bloqué des dépôts d'ordures, qui ont fait grève dans les transports, qui ont fait grève dans un certain nombre de secteurs, ça a des conséquences sur les gens. Et on a le droit encore aujourd'hui, dans ce pays, de se mobiliser, y compris par des manières non violentes de désobéissance Alors, civile. M. Porte, vous savez que vous avez raison, sans vous couper. Je vais répondre à une interrogation qui a été faite à mon égard en sous-phrase. Évidemment que je n'ai jamais appelé à la violence. Je n'ai jamais dit qu'aller brûler des policiers, aller casser des voitures de policiers, c'était bien et qu'il fallait le faire. Jamais vous ne trouverez une trace écrite ou une parole de ma part qui accepte ce genre de mode d'action et qui participe à le faire. Jamais. M. Porte, on attend le contraire, en fait, si vous voulez. On attend que vous dites « Je condamne fermement ces personnes qui attaquent les forces de l'ordre ou le mobilier urbain ». C'est juste ça, en fait. Ne pas dire, ça veut dire qu'on cautionne. Ou qui saccage les exploitations. Thomas Porte. C'est-à-dire juste ça. Alors, qui saccage les exploitations, c'est-à-dire qui saccage le travail de personnes. C'est arrivé aussi. Thomas Porte. Est-ce que vous condamnez ce genre de méthode ou pas ? Nous avons dit de manière très claire que la violence n'avait pas ses places dans les mobilisations parce qu'elle décrédibilisait l'action du plus grand nombre qui était là pour participer de manière pacifique. Voilà ce que nous avons dit de manière très claire. Je ne peux pas être plus explicite sur mes propos. Maintenant, ça ne dérange pas, encore une fois, quand il y a d'autres actions violentes qui sont menées par d'autres groupuscules que personne ne condamne et que tout le monde trouve ça très bien. Donc je vois bien qu'il y a un deux poids deux mesures. Et encore une fois, la question de la criminalisation des soulèvements d'affaires qui rassemblent des milliers de personnes qui, dans leur très grande majorité, sont des militantes et des militants qui sont pacifiques, qui se battent depuis des années sur la question des ressources en eau, ça a été souligné tout à l'heure,
sur la question de la déforestation, sur la question de notre modèle agricole, sur la question de la production qui doit poser, qui doit nous interroger, parce que nous allons dans le mur. Ces gens-là sont des militants qui sont pacifiques. Et oui, parfois, la désobéissance civile, elle permet d'alerter sur des sujets qui sont sous les radars, sur des sujets dont on ne veut pas parler. Si nous n'avions pas eu à l'époque des gens qui avaient démonté les McDo, qui avaient alerté sur la question des OGM, José Bové. Quelle serait la situation aujourd'hui? Ces gens ont été des lanceurs d'alerte et ils mettent en José Bové n'a jamais été dans l'action violente, hein. Non, mais il avait dégradé une propriété privée, pardon. Oui, mais enfin, il avait démonté un McDo. Oui, on est d'accord. D'abord, il l'avait pas cassé, il l'avait démonté. Il s'en était pas pris un outil de travail qui fonctionnait. La parole était à Olivier, qui est avec nous toujours depuis Bordeaux, 0826 300 300. Vous êtes plutôt d'accord et toujours d'accord, vous, avec Thomas Porte? C'est très intéressant. Il y a plusieurs débats, en fait. Hein. Il y a le débat de la violence d'un côté, il y a le débat de la désobéissance civile, et il y a aussi l'histoire qui nous dit quand même que c'est bien les rapports de force qui ont fait qui ont fait la République et qui ont fait aussi tous les acquis syndicaux. C'est-à-dire que on a cette particularité en France par rapport à l'Europe de devoir avoir d'abord un rapport de force avant de pouvoir négocier, là où partout en Europe on négocie avant d'avoir un rapport de force. Donc ça, je tiens quand même à dire que le côté Gandhi de Monsieur Touvenel, je veux le dire comme ça. Je le prends comme un compliment. Merci, parce que Gandhi, il a réussi à libérer son pays. Vous voyez qu'en plus, ça peut être efficace. Olivier, c'était pas une critique d'Olivier. C'est pas une critique. Ce que je voulais dire, c'est que je ne partage pas cette approche. En tout cas, l'histoire nous dit que c'est bien le rapport de force qui fait bouger les choses et pas. Vous êtes plus Robespierre, quoi. Robespierre, c'est complexe. Robespierre du début, alors avant la terreur. D'accord. Dans ce qu'il a écrit, quand il était contre la peine de mort et qui défendait les indigents, oui. Mais c'est pas notre propos. Revenons aux méthodes. En gros, ce qui est reproché par le gouvernement au soulèvement de la terre, c'est d'encourager la violence en appelant à manifester là où c'est interdit, tout en s'attendant à faire venir des radicaux qui vont être violents. Non, je crois que c'est un leurre. Et qu'il y a. Je pense un leurre qui a des conséquences. Ce qui est plus important aujourd'hui, je crois, l'urgence aujourd'hui, elle est climatique. Et ce que ces gens dénoncent justement, c'est cette inaction. Alors ils le dénoncent peut-être mal, il y a peut-être des furieux parmi eux. Et en effet, ce qui est répréhensible doit être condamné. Moi, j'ai pas de problème avec ça. De la même façon que quand c'est des violences policières d'État, il faut les condamner de la même façon. Et d'autant plus que ces gens sont assermentés et que justement on a besoin d'eux pour nous protéger. Donc je pense que les violences, il faut aussi contextualiser les choses, mais ça ne doit pas servir de prétexte finalement pour dissoudre des idées, parce qu'on ne peut pas dissoudre des idées. Et ce que défendent ces gens à un moment donné, qu'il s'agisse des productions maraîchères ou des méga-bassines, il faut qu'on l'entende parce que on voit bien que tout se dérègle, on voit bien qu'il y a une urgence climatique, que ce qu'on prend à la Terre aujourd'hui, c'est bien plus qu'elle ne peut en donner, et que notre urgence, elle est là. Thomas Porte ? Si vous êtes toujours avec nous, Thomas Porte. Oui, vous m'entendez, je suis toujours Absolument. là. Et je partage ce qui vient d'être dit. Ces gens mettent au cœur du débat la question de l'urgence écologique. Et je ne crois pas que c'est une minorité aujourd'hui qui alerte sur ces sujets-là. Des dizaines de rapports, il faut lire les rapports du GIEC, il faut lire ce que disent les experts sur la question du climat. Ils sont des dizaines, des centaines par le monde à déposer des rapports pour dire qu'il faut un changement radical de modèle, sortir des logiques capitalistes pour revoir une écologie politique qui soit différente. Et vous savez, aussi, il y a une responsabilité de ce gouvernement. Quand on n'écoute pas, quand on n'entend pas, quand on dit à des gens manifester pour faire entendre, on interdit la manifestation. On ferme toutes les portes démocratiques pour faire que la colère, elle ait une débouchée. Donc au final, si on interdit aux gens de manifester, si on ne les écoute pas, il ne reste plus beaucoup de moyens pour se faire entendre. C'est aussi ça. On l'a vu avec la réforme. Vous savez, monsieur Porte, pourquoi une manifestation est interdite, même si c'est un droit constitutionnel, on le sait très bien. Vous savez pourquoi c'est interdit? Pour justement prévenir des troubles à l'ordre public. Et résultat, il y a eu des troubles à l'ordre public. Vous ne pouvez pas le contester, ça. Donc on n'interdit pas une manifestation pour rien. C'est-à-dire qu'en plus, quand il y a des demandes qui sont faites, elles sont motivées. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une décision politique. Et on a eu l'exemple avec la dernière mobilisation à l'appel du comité Adama, où soi-disant il devait y avoir des débordements. Il y a eu zéro débordement. Il y a eu des débordements sur la fin, vous le savez très bien. Il y a eu des dégradations. Il ne faut pas minimiser non plus les choses. Ne faites pas croire, juste pour finir, ne faites pas croire que nous sommes dans un état de dictatorial. En fait, il y a des manifestations qui sont interdites, mais il faut faire très attention. Un mot de Thomas Porte, ensuite la parole à Olivier d'Artigol. Je n'ai pas dit que nous sommes dans un état dictatorial, et les mots ont un sens, et jamais je n'emploierai ce mot, parce qu'on n'est pas dans une dictature en France, loin de là. Cela vous honore. Simplement, je constate quand même qu'il y a aussi là un deux poids deux mesures. Le 6 mai dernier, à Paris,
des centaines de néo-nazis ont pu défiler dans les rues du pays sans aucune interdiction du préfet de police de Paris, sans aucun mot du ministre de l'Intérieur. Donc ça ne dérange pas qu'on ait des néo-nazis qui défilent dans les rues à Paris. Par contre, quand on a des militants écologistes qui manifestent ou quand on a des gens qui se mobilisent contre les violences policières, là on les interdit. Et oui, il y a des interdictions de manifester qui sont des interdictions politiques qui sont prises depuis le bureau de Gérald Darmanin qui demande au préfet de les interdire. Olivier d'Artigol, le mot de la fin. Ce qui vient d'être dit par Thomas Porte est factuellement exact. La direction générale des services intérieurs indique à son plus haut niveau, à sa direction, que la première menace dans notre pays, c'est la menace islamiste en termes d'attentats, et que la seconde menace, c'est la menace des groupuscules d'extrême droite. Donc je suis pour que que la main de l'État régalien soit très ferme concernant ces groupuscules. Après, je suis extrêmement méfiant sur un processus qui conduirait à multiplier les interdictions à manifester. Parce que notre démocratie a besoin de respirer. Parce que le débat doit avoir lieu. Parce que sur un certain nombre de questions de la biodiversité, du vivant, de l'écologie, comme sur la question sociale, celle de la répartition des richesses, nous avons besoin d'un grand et beau débat populaire. Et surtout des alternatives à la casse organisée aujourd'hui, au gâchis des ressources, mais aussi pour les êtres humains, fait que des millions de personnes cherchent une issue politique, des réponses et des solutions. Et c'est pas en interdisant l'expression qu'on réglera le problème. Faut-il dissoudre les soulèvements de la Terre? C'est en tout cas la question qu'on vous posait sur le Twitter de Sud Radio. Pour l'instant, vous répondez oui à 64% d'entre vous. Sachez que le Conseil d'État n'a pas encore donné sa réponse quant à la validité ou non du décret de dissolution pris par le gouvernement contre cette organisation. Remercions quand même notre invité Thomas Porte, député France Insoumise, NUPES de la Seine-Saint-Denis. Merci à vous. Vacances de député ou pas vacances d'ailleurs, Thomas Porte? Vacances dans le sud-ouest chez mes parents. Eh bien, écoutez, profitez bien du sud-ouest. Dans le Lot-et-Garonne. Ça, c'est pas beau de dénoncer. Profitez bien du sud-ouest. Mon cher Thomas Porte, en tout cas, c'est pas Sud Radio qui vous dira le contraire, évidemment. Restez avec nous, Olivier, qui est avec nous depuis Bordeaux, au 0826 300 300. On va reparler des groupuscules, et notamment, d'extrême droite, puisqu'on parlera dans une bonne demi-heure de Civitas, ce groupe catholique intégriste, parfois pétainiste, dont Gérald Darmanin a demandé hier la dissolution. Qui sont les membres de Civitas? C'est ce que nous dira notre invité. Mais avant ça, on va se retrouver dans quelques minutes pour jouer et tester la connaissance de nos vraies voix de l'actualité du jour. À tout de suite sur Sud Radio. Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de l'été avec Abdoulaye Kanté, Joseph Touvenel et Olivier d'Artigol ce soir. On est aussi avec Olivier qui nous appelle au 0826 300 300 depuis Bordeaux, notre vraie voix du jour. Olivier, je vais vous demander de choisir une vraie voix avec laquelle vous allez faire équipe contre les deux autres. Ça va être, je pense qu'on va être entre Olivier là. Vous allez être avec Olivier d'Artigol et Olivier de Bordeaux contre donc Abdoulaye Kanté et Joseph Touvenel. Tout de suite, on teste votre connaissance du jour, du 8 août, tout simplement. Du 8 août. Parce que nous sommes, en tout cas, ce jour-là, nous célébrons un anniversaire. C'était il y a 237 ans, jour pour jour, en 1786. C'est le jour où a eu lieu la première ascension du Mont Blanc. Alors, je vais vous poser la question. Quelle est son altitude ? Le premier qui a la bonne réponse a gagné le point. 4807 mètres. Non. 6630 mètres environ sur 4. 4807, mais ça varie. Alors, selon les justement, ça varie, c'est pour ça que je le dépasse. Forcément, ça varie, ça dépasse. Quand je l'ai appris en géographie, c'était 4807. Olivier, l'année, il faut me donner l'année, j'aurai le bon chiffre parce que ça évolue. Je vais récompenser le plus proche. 4807. Vous êtes sur 4807 ? Oui, 4807. C'est pas mal. Et c'est pas tout à fait ça. C'est plus. Après, allez, adjugez à Olivier. Vous savez, c'est une question du grand oral. C'est une question du grand oral à Sciences Po Paris ou à l'ENA, je ne sais plus. Écoutez ça. Quelle est la profondeur de la Seine ? C'est impossible d'y répondre. Mais le candidat a dit, s'il vous plaît, sous quel pont ? Exactement, c'est logique. Donc il a gagné. Le jury a dit super réponse. Ça veut dire que le climat se réchauffe pas, puisque moi quand j'ai appris c'était 4807, on a un mètre de plus, donc c'est 4 plus de neige. Appris sous la 3e République. Exactement. Quoi qu'il en soit, sachez-le, la tectonique des plaques fait que pour l'instant le Mont Blanc continue à évoluer et il a grandi. Un point pour Olivier. Pourquoi on ne fait pas le quiz sur l'actu ? On va continuer parce que l'actu du jour, on est au mois d'août et justement on est content de faire un peu de culture générale. Allez, qui est le premier à l'avoir gravi ce Mont Blanc ? Vous avez 3 possibilités. Horace Bénédicte de Saussure, Hilary et Tenzing, Edmond Hillary et Tenzing, ou alors Balma et Paccard.
D'après vous? Bravo, Olivier, 2 points. Et on continue parce que ça s'est passé un 8 août également. Question d'histoire. Quel chef d'État a démissionné il y a exactement 49 ans? Jour pour jour. Le premier qui l'a. De Gaulle. Non. 49 ans. 49 ans. Un chef d'État. Ouais, mais chef d'État français. Un chef d'État. Nixon? Bravo, Joseph Touvenel. Il y a 49 ans, jour pour jour, empêtré dans l'Élysée, dans le scandale du Watergate, Richard Nixon annonçait sa démission. Ça fait 2-1, vous allez peut-être pouvoir égaliser. Bon, allez, on se ressaisit. Je vais vous faire écouter l'extrait d'un petit chef-d'œuvre cinématographique, parce que c'était il y a 3 ans, jour pour jour, nous quittait un grand cinéaste à qui nous devons notamment ce film avec Bourvil, un drôle de paroissien. On écoute cette scène où Bourvil explique comment il pille les troncs des églises dans lesquelles il vole les pièces de monnaie. Écoutez ça. Ça dépend des troncs. Voyez-vous celui-ci? Son orifice est simple et large. Oui, malheureusement, ils ne sont pas tous aussi faciles. Hélas, j'utilise la suceuse à sous dans les meilleurs des cas. Ou sinon, vous travaillez comment? Au caramel mou. Le caramel mou, la pince articulée ou les Bruxelles, ça dépend. Mais au fait, vous semblez connaître la partie. Vous ne seriez pas un concurrent? Non. Inspecteur Cucherat, brigade de surveillance des églises. Le policier que vous entendez est un autre grand acteur. Alors, qui est le réalisateur de ce film? Ça vous dit quelque chose? C'est Mocky, c'est bien ça. Est-ce que vous avez reconnu la voix du deuxième acteur dans ce film avec Bourvil? Ça vous dit quelque chose ou pas? J'étais concentré sur ma bonne réponse. C'était Francis Blanche que vous entendiez. Ah oui, c'est Francis. Bon, vous avez gagné, en tout cas, Olivier. Bravo. Bravo aux 2 Olivier. Merci à vous de nous avoir accompagnés pendant cette première heure des vraies voix depuis Bordeaux. 0826 300 300. Sachez-le, pour l'instant, on n'a toujours pas la réponse du Conseil d'État sur les soulèvements de la terre. On vous tiendra au courant. Est-ce que cette dissolution sera validée ou pas? Quoi qu'il en soit, restez avec nous. On va débattre aussi de la dissolution d'un autre groupe, ça c'est Cividas, des catholiques intégristes. Et avant ça, on va faire le point sur la Coupe du Monde de football féminin avec une magnifique victoire française, 4-0. Les Françaises sont qualifiées pour les quarts de finale. Est-ce qu'elles peuvent aller au bout? On va en parler juste après le journal. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. À caractère orageux, y aura-t-il de l'orage dans l'air? On va en débattre en tout cas avec nos 3 vraies voix. On est toujours sur Sud Radio avec le policier Abdoulaye Kanté. Nous sommes également avec le communiste Olivier d'Artigol, chroniqueur également, et avec le syndicaliste Joseph Touvenel. Bon, tout le monde est bien attaché. Anticommuniste aussi, excuse-moi Olivier. Ah bah écoutez, c'est très bien qu'on ait réuni donc Camillo et Pépone, un syndicaliste catholique et un communiste. On verra si vous en débattez en tout cas. La pluralité. Et c'est le pluralisme sur Sud Radio. Vous verriez le dédain dans le regard d'Olivier d'Artigol quand il entend le terme anti-communiste. Quoi qu'il en soit, on va mettre tout le monde d'accord. La guerre froide, Exactement. On va remettre tout le monde d'accord. Personne ne sera en rouge, tout le monde sera en bleu. C'est tout de suite parce qu'il y a quand même des filles qu'on doit féliciter. Les vraies voix Sud Radio. Et des filles, des femmes, des grandes femmes, mais des championnes, on l'espère, on leur souhaite en tout cas. Les Françaises, l'équipe de France de football féminin qui s'est imposée 4-0 contre le Maroc. Les Bleus qui filent en 8e de finale. Écoutez, il fallait quand même qu'on en parle pour féliciter l'équipe de France avec une ancienne internationale. Bonjour Corinne Petit. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. On vous a appelé pendant le match, on s'excuse encore, hein, vous étiez un peu pressé. Évidemment, il ne faut jamais déranger un supporter ou une supportrice qui est devant son match. Quelle victoire quand même de l'équipe de France. Vous attendiez à un tel score, 4-0 ? Non, c'est bien. Elles étaient venues pour la qualif. C'était le plus important d'aller en quart de finale, mais c'est vrai que 4-0, ça fait du bien pour la confiance. Oui, ça fait beaucoup de bien pour la confiance. Et puis la manière, en plus, c'était important. Vous avez eu une sacrée carrière internationale, 89 matchs en bleu. C'est une magnifique carrière. Est-ce que vous avez le sentiment que l'équipe de France aujourd'hui est encore plus forte que ce qu'elle était à votre époque ? Je sais pas. Je pense qu'on avait une très bonne génération. Après, voilà, les qualités sont différentes dans chaque groupe. L'humain est important aussi. Et tout ce qui s'y passe, la complémentarité de chaque joueuse. Et en tout cas, en ce moment, elle montre que l'équipe, que le groupe entier vit bien sur et en dehors du terrain. Et voilà, j'espère qu'elles vont aller très loin, voire au bout. Un bout de Kadidiatou Diani, un but de Kenza Dali et 2 buts d'Eugénie Le Sommer. Magnifique doublé, mais en même temps, écoutez, Eugénie Le Sommer, on pourrait difficilement s'en passer. Est-ce que c'est elle la meilleure joueuse de l'équipe de France ? La meilleure, je sais pas, mais en tout cas, elle est essentielle. Ouais. Elle sait ce que c'est que d'avoir perdu cette équipe de France pendant 2 ans, et du coup, elle arrive encore plus motivée. Et voilà, elle est au top. Elle finalise les actions
et je suis très contente pour elle. C'est un très beau retour. Prochaine étape, l'Australie en quart de finale. Est-ce que les Bleus sont favorites ou pas? Je ne pense pas, parce que l'Australie est chez elles, vont être poussées par tout un peuple. Elles ont moyennement entamé leur compétition, mais après elles sont vraiment bien rentrées, elles sont en pleine confiance elles aussi, donc ça va être un très très gros match. Elles montent en puissance? Oui, complètement. En plus, elles retrouvent Samantha Kerr, qui est leur meilleure joueuse, leader en dehors et sur le terrain, la vraie buteuse qui va apporter énormément à cette équipe. Donc voilà, ça va être un peu difficile. Ouais. Il y en a un autre qui a regardé le match en même temps que vous, au moins un autre. Il y a des millions de Français qui l'ont regardé. Mais Abdoulaye Kanté était scotché devant sa télé. Il ne fallait pas vous appeler à ce moment-là, vous aussi. Non, il ne fallait pas me déranger. En tout cas, félicitations à cette équipe qui, je pense que a fait livrer une très belle prestation. Après, je pense aussi face à des Marocaines qui arrivaient c'était leur première participation. Donc, je pense que l'événement était peut-être plus grand qu'eux. Mais là, j'ai envie de poser juste la question. Est-ce que, à partir de ce tableau-là, est-ce que la compétition ne commence pas réellement pour l'équipe de France? Parce que quand je regarde le tableau des quarts de finale, nous avons évidemment l'Australie qui va France-Australie. De l'autre côté, nous avons Angleterre-Colombie. Et en face, Espagne, Pays-Bas, Japon, Suède. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons, si on gagne contre l'Australie, c'est-à-dire le pays organisateur, un gros morceau, on gagne, on va affronter peut-être l'Angleterre qui, dernier vainqueur de l'Euro. En face, on passe. Donc, il y a quand même du gros morceau quand même. Est-ce que, avec cette équipe, ce potentiel, il y a possibilité quand même d'aller, on va dire, au bout, quoi? Ouais, complètement. Déjà, elles sont en quart. Il y a des grosses équipes favorites qui étaient aux yeux de tout le monde prévues dans les 4 dans le carré final qui sont plus là déjà. Donc voilà, nous on continue la compétition, on monte en puissance. Il y a de la confiance chez les buteuses. Il y a un groupe qui est concerné, tout un groupe qui est concerné parce que le coach a fait débuter tout le monde dans cette compétition à part les gardiennes. Mais non, je pense qu'on est vraiment bien, il faut y croire. Il faut y croire. On peut aller loin. Est-ce qu'on peut imaginer l'équipe de France championne du monde? Oui, complètement. Je l'aurais peut-être pas dit forcément avec toutes les absences, avec comment ça tournait il y a encore un mois de ça. Mais là, vu la compétition, il y a beaucoup de surprises. Je sens le groupe bien évoluer ensemble. Le coach arrive à faire passer ses idées et tout fonctionne plutôt bien. Donc oui, vraiment. Et la greffe, Hervé Renard a pris avec ce groupe du nom du sélectionneur, vous confirmez? Ouais. Je pense vraiment qu'il a apporté quelque chose de nouveau, un nouvel élan. Parce que voilà, on sait qu'avec tout ce qui s'est passé, il y avait un souffle qui était en train de tomber un petit peu et tout le monde a été remotivé par la compétition, bien sûr, parce que si on n'est pas motivé pour la Coupe du Monde, il faut arrêter le foot. Mais voilà, le coach apporte aussi quelque chose d'autre et je pense que ça fait du bien à tout le monde. Olivier D'Artigol. Oui, bravo aux Bleus. Bon, comme cela a été dit, c'est vrai que les matchs qui arrivent seront bien évidemment plus difficiles. Une petite pensée quand même pour les Lions de l'Atlas, parce qu'arriver à accéder au 8e de finale, c'est une équipe en devenir aussi. Exactement. Il faut féliciter tout le football marocain d'ailleurs cette année, font des performances qui nous aura montré des sacrées performances. Joseph Touvenel. Mon esprit cocardier fait que je suis ravi que l'équipe de France ait gagné, que l'équipe féminine de France ait gagné. J'ai un petit pincement au cœur parce que d'abord j'aime beaucoup le Maroc. Je trouve que le parcours de ces jeunes femmes est exemplaire. Et puis voir une équipe marocaine, c'est-à-dire essentiellement musulmane, gagner dans un sport comme le foot, ça peine tellement les mollahs d'Iran que moi ça me réjouit quand ils sont en peine. C'est pas la même branche de cette religion-là, mais c'est vrai que ça pourra toujours leur faire du bien à ceux je dont vous pense parlez. à toutes celles qui subissent l'islamisme, notamment en Iran, qui aimeraient bien pouvoir avoir cette liberté de jouer au foot. C'est vrai qu'on continue à pendre dans ce pays-là et c'est pas elle qu'on a vu en 8e de finale. Quoi qu'il en soit, on va essayer de vous reprendre de vos nouvelles le plus longtemps possible. Il reste 3 matchs pour aller au bout. Merci beaucoup Corinne Petit. Merci à vous. Allez les Bleus, surtout. Ouais, toujours. Et bravo à vous aussi. Merci à vous. Je rappelle 89 matchs en bleu. Magnifique carrière passée notamment par l'Olympique Lyonnais. On était ravis de vous retrouver sur Sud Radio. Les vraies voix sur Sud Radio. Il est 8h14 très précisément à suivre notre débat. 18h. Parce que sinon tu vas avoir des problèmes pour la suite de la grille. Là. Il était 18h14 effectivement. Très précisément. Merci de reprendre mes lapsus. Je disais donc à suivre notre prochain débat après cette parenthèse enchantée de football et cette victoire cocardière de la France. On va parler de Civitas. Faut-il dissoudre ce mouvement? Qui sont ces catholiques intégristes dont Gérald Darmanin veut voir le mouvement disparaître? On va en parler avec notre invité, mais avant ça, les actualités sélectionnées par nos vraies voix. À tout de suite sur Sud Radio.
Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de l'été sur Sud Radio avec Joseph Touvenel, Abdoulaye Kanté et Olivier d'Artigol. Je le rappelle, on parle de Civitas dans quelques minutes, ces catholiques intégristes. Faut-il dissoudre ce mouvement comme le veut le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin après des propos lamentablement antisémites tenus une nouvelle fois au cours d'un colloque de l'organisation? On va en parler dans quelques minutes, mais avant ça, place au tour de table de l'actualité. Partant pour un deuxième tour. Non, il faudrait sérieusement penser à agrandir la table. Aventure. Le tour de table. De l'actualité. On parlait de la police tout à l'heure avec Abdoulaye Kanté. C'était l'actualité que vous aviez sélectionnée du côté de Marseille. Autre actualité sélectionnée par Joseph Touvenel. Oui, vous avez entendu parler certainement de ce projet anglais qui est de mettre sur une barge des migrants en attente de leur régularisation ou pas. Et j'ai vu des cris d'orfraie qui étaient poussés, c'est effroyable. Non, c'est pas le fait qu'ils soient sur l'eau, à côté d'un quai ou à terre, qui pourrait être effroyable. Ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'ils sont dans des conditions décentes, est-ce qu'ils sont traités humainement. C'est ça le fond du sujet. Et je suis tout à fait étonné de voir tous ceux qui s'élèvent parce qu'ils seraient sur une barge. Alors les Anglais nous disent que ça coûte moins cher. En gros, c'est 10 livres d'économiser par personne et par jour. Quand il y a 500 personnes, on voit qu'effectivement c'est des économies. Mais le fond du problème, c'est est-ce que c'est un accueil décent? Est-ce qu'ils sont comme dans certaines prisons françaises à 4 dans 8 mètres carrés? Ce qui ne serait pas acceptable. Est-ce que ça permet de les loger le temps qu'on régularise ou non? C'est ça pour moi le fond du problème. Alors je sais bien que les barges anglaises, c'est ce qu'on appelait à une époque les pontons. C'était on a quelques souvenirs des prisonniers, des marins français prisonniers des Anglais. Les pontons, c'était des bateaux qui pouvaient plus aller sur l'eau, traverser les océans, que les Anglais utilisaient comme prison. Et alors ils entassaient notamment les marins bretons. Nos corsaires. Ils les ont entassés dans des conditions abominables. C'est pareil pour les prisonniers anglais aussi. C'était il y a 2 siècles. Et c'était des mouroirs. Non, ça a évolué. Mais heureusement, je pense que les Anglais vont pas nous refaire des mouroirs. Et encore une fois, la question à se poser, est-ce que ce qui est mis, ce qui va être fait pour ces migrants correspond aux réalités du respect humain ou pas? Ça vous a choqué ou pas, vous, Olivier d'Artigol? Joseph a raison sur un sujet. On peut encore hiérarchiser. Et le vrai drame, c'est le nombre de vies, le fait que la mer Méditerranée soit un cimetière à mer ouverte. Et parfois la Manche. Et que c'est ça le véritable drame aujourd'hui. Certaines images ont pu tourner sur le plan planétaire et on s'est dit non, ça c'est plus possible. Quand par exemple un petit corps s'était échoué. Mais en fait, on voit que les filières continuent, qu'il y a un problème donc sur le politique migratoire, je ne développe pas. Mais les conditions dignes d'accueil sont un vrai sujet. Donc moi, ce que je préférerais, plutôt que d'avoir l'image de ces barges, c'est en effet savoir plus précisément la manière dont ça se passe dans l'accueil, dans ce type de dispositif. Abdoulaye Kanté. Je pense que oui, il y a un gros sujet, notamment sur l'accueil des migrants, qui pose problème depuis quelques années maintenant. Et là où je rejoins Joseph, c'est qu'effectivement, au lieu de les voir se noyer par milliers, là, par des, on va dire dans l'eau, je préfère plutôt qu'ils soient sur une barge vivant. Maintenant, en ce qui concerne les conditions, donc je pense qu'effectivement les Anglais peut-être auront cette forme d'humanité pour les faire attendre en attendant que leur situation se décante. Mais ce qui me pose problème, c'est que c'est effectivement les filières, parce qu'il faut savoir que la police comme les autorités essaient de se battre contre ces filières clandestines qui essaient de faire ramener ces migrants, ces pauvres migrants. Je reviens du Mali et je peux vous dire que il y a des jeunes Maliens qui dépensent des centaines de milliers d'euros, qui se cotisent par leur famille. Ils passent même pas par la capitale, ils passent par le village pour aller directement prendre ce que j'appelle ces routes de la mort. Et encore une fois, comment faire pour essayer de faire en sorte que ces États puissent enfin prendre conscience qu'ils envoient ces jeunes vers la mort. Et ça, c'est intéressant. Alors, on va justement, ceux qui partent, par exemple, du Mali, mais d'autres pays aussi, d'où on émigre pour arriver en Europe. Est-ce qu'ils savent qu'ils s'engagent dans une route où ils peuvent mourir, où ils peuvent se noyer dans la Méditerranée, dans la Manche, mais aussi par exemple se faire raccompagner de force par la police tunisienne en plein milieu du désert. On a vu ces images ahurissantes dans le 20h de France 2 cette semaine. Pourquoi ils le font malgré tout alors qu'ils savent qu'ils ont de grandes chances d'en mourir? Parce qu'il y a encore cette espèce de, je dirais pas de vision d'Eldorado à l'extérieur du pays pour essayer de fuir la misère, la déstabilisation politique, etc. Donc il y a toute, on va dire, cette espèce d'utopie qu'ils ont encore, mais c'est vrai
vrai que le fait il y a une forme de sensibilisation qui se fait dans ces pays encore, mais qui n'est encore inaudible, qui est pas inaudible parce que voilà, et c'est une réalité malheureusement. La raison est enfouie dans ce qui fait la nature humaine, c'est-à-dire que un être humain, quelle que soit sa condition, aura toujours une once d'espérance d'essayer que son sort s'améliore, de s'arracher à des conditions qui lui semblent insupportables, parfois au risque de sa vie. C'est pour ça qu'on peut avoir tout le débat migratoire sur l'Europe forteresse, sur les barbelés, les murs, mais quelqu'un qui veut quitter son pays et aller ailleurs, vous ne l'empêcherez pas de le faire. C'est pour ça que moi je suis favorable à des voies sécurisées d'immigration, à une politique coordonnée, réfléchie, à un véritable partenariat européen, mais ce que pour l'instant nous n'avons pas. Ça vous y croyez, vous, Joseph Tonnel ? Moi je pense qu'on a un problème d'immigration et qu'il faut tarir le flux. Tarir le flux, ça passe par le développement de ces pays. Et le vrai sujet, il est là. Vivre et travailler au pays. C'est quand même un bel objectif. Alors après, si j'en ai la possibilité et le choix, et que je peux aller librement ailleurs, mais ces déplacements pour cela, c'est pas des déplacements de liberté, c'est des déplacements de grande pauvreté. On n'émigre pas par plaisir. Et effectivement, et les réseaux sont d'autant plus dangereux, c'est que on voit ceux qui arrivent jusqu'à chez nous, il y a ceux qui périssent en mer, mais il y a aussi tous ceux qui n'arrivent pas, notamment un certain nombre qui sont réduits en esclavage ou en quasi-esclavage, et ça, c'est la qui réalité. sont exploités d'une façon éhontée. C'est un constat. C'est des réseaux entiers, et il faut démanteler les réseaux de traite d'êtres humains. Je pense aussi à la prostitution. Il y a des filles, des femmes qui sont retenues, qui sont enlevées, qui sont prostituées. Et dont la vie est brisée à jamais. Je reviens aussi sur ces images que j'ai trouvées particulièrement choquantes. Vous pouviez le voir dans le 20h de France 2 cette semaine. On parle souvent parfois de manière critique de l'Europe forteresse, des barbelés. Parlons de ce qui se passe aussi dans les pays qui sont sur la trajectoire de ces routes migratoires. La Tunisie, la police tunisienne, dans certains cas, va larguer certains migrants qui ont été arrêtés au milieu du désert. Et on les voit arriver en rampant, assoiffés dans le sable à la frontière libyenne. Enfin, ce sont des images hallucinantes. C'est juste une simple réalité parce qu'on n'en parle pas. On voit juste simplement au moment où ils veulent accéder à l'Europe, où ils se noient. Mais quand on voit le avant, je pense que c'est même pas comptabilisé parce que quand on voit ces femmes, voire des bébés qui sont assoiffés dans le désert sahraoui, je peux vous dire que c'est quelque chose de... Mais il n'y a même pas de mots. Donc là, aujourd'hui, c'est qu'avec la complicité même, ces associations qui se veulent humanistes, mais qui ne se rendent pas compte que derrière, ils envoient ces personnes au casse-pipe, c'est-à-dire qu'ils vont mourir. Donc il faut peut-être à un moment donné conscientiser et se dire que, alors, stop, parce que les humains, ces gamins, ces personnes qui veulent traverser, on va dire, quitter l'Afrique pour aller en Europe, c'est une mort certaine. Pour une bonne partie, en tout cas, d'entre eux. On continue le tour de table de l'actualité avec Olivier d'Artigol. C'est presque un hommage pendant ses vacances au procureur Philippe Bilger, qu'on embrasse très fort, puisque vous appelez au respect de la justice, Olivier d'Artigol, ce soir. J'ai eu des nouvelles la semaine dernière du procureur et nous l'embrassons. Évidemment. En pleine forme. Je suis un peu inquiet par un climat général qui s'est installé depuis quelque temps, qui consiste à une critique quasi permanente de l'institution judiciaire. Non pas que l'institution judiciaire ne puisse pas être critiquée dans certains cas, non pas que des choses très précises ne peuvent pas être améliorées, l'aide aux victimes étant quelque chose qu'il faudrait véritablement prendre à bras le corps. Mais je trouve préoccupant que sur chaque affaire, des procureurs, qu'ils soient médiatiques ou politiques, n'attendent pas l'enquête, le travail de la justice, le temps de la justice, celui du jugement, celui à la fois de la présomption d'innocence, mais aussi du respect des victimes, et que nous soyons systématiquement dans un emballement permanent. Je trouve que notre justice continue à être sous-dotée. 74 € de moyenne par habitant, c'est le double en Allemagne. On a vu le mouvement des greffiers dont il faudrait parler. On parle souvent de la justice pénale, mais il y a la justice administrative, il y a la justice civile. Véritablement, pour ceux qui connaissent les tribunaux, les moyens ne sont pas là, ne sont pas mobilisés, malgré les annonces gouvernementales et le rattrapage budgétaire qui est réel
sur la dernière période, mais qui est insuffisant pour faire face parfois à une véritable clochardisation de notre système judiciaire. Donc j'espère que dans les mois qui viendront, on pourra un peu faire baisser la température concernant un système judiciaire qui me semble fait de son mieux et souvent trop maltraité dans le débat public et médiatique. Et pourtant, le problème de la police, c'est la justice. Ça avait dit un syndicat de police. Qui l'a dit, très loin. Mais moi, en fait, pas vous, voilà, et je sais que vous travaillez régulièrement. La police travaille avec l'autorité judiciaire au quotidien. Mais moi, je dis qu'il y a un couple police-justice et qu'il faut encore le maintenir. Est-ce qu'il bat de l'aile ou pas? Il peut avoir des hauts et des bas, comme dans tout couple. Et en ce moment, c'est plutôt des bas. Je pense, en fait, moi, ce qu'il y a, je fais partie d'une association qui, justement, prône la citoyenneté. Et je vais justement dans des quartiers difficiles pour expliquer à la fois le métier de policier à des personnes qui ne connaissent pas ces métiers-là. Mais je déplore une chose quand même, c'est que la justice est très méconnue de ces populations. Elle est très méconnue. La justice a cette, je trouve, incapacité de pouvoir expliquer ses décisions. Et elle ne communique pas assez, vous avez raison. Et c'est ça. Et ce qui est problématique, c'est que pourquoi on arrive à cette hystérisation des débats, c'est qu'il y a des fois une forme de mutisme. On travaille à travers des bribes de presse, etc., de décisions qui sont parfois inexpliquées. Et des fois, ça fait, on va dire, alimenter certains débats qui y compris auprès des policiers ou pas ? Évidemment, parce que c'est vrai que quand, par exemple, vous avez un individu qui, par exemple, a percuté les policiers ou qui s'est adonné à des infractions, une multitude d'infractions et qu'on le voit dehors par la suite en attente de jugement, effectivement, comme le disait Olivier, je pense qu'effectivement c'est un constat d'une clochardisation de notre système judiciaire. Et juste pour terminer, c'est que oui, effectivement, il faut parler à ces personnels de justice qui sont malheureusement, on va dire, dans une forme de détresse, tout comme la police. Quand vous expliquez que vous avez des greffiers qui n'arrivent pas à faire leur travail, de nombre de magistrats, parce qu'on est quand même en Europe le pays où il y a le moins de magistrats. Et c'est vrai que quand on voit les délais de justice qui sont, pour moi, aberrant. Donc la justice manque de moyens. Et c'est une réalité. Et je pense qu'encore une fois, il faut redonner cette confiance à la justice et qui, pour l'instant, est au plus bas. Et vous voyez, on l'aura fait dire par un policier sur Sud Radio. Tout arrive sur Sud Radio. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On est avec nos 3 vraies voix. On se retrouve dans un instant. On va parler de Civitas, ce mouvement politique catholique intégriste dont Gérald Darmanin demande la dissolution. Qui sont les membres de Civitas? On va en parler avec notre invité dans un instant sur Sud Radio. Ce sera le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de l'été avec Joseph Touvenel, le syndicaliste catholique, avec le communiste Olivier d'Artigol et avec le policier Abdoulaye Kanté. Tout de suite, place au coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Qu'est-ce que Civitas, ce mouvement catholique intégriste dont Gérald Darmanin demande la dissolution? On en parle avec notre invité Jean-Louis Schlegel. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes sociologue des religions, philosophe, membre de la direction de la revue Esprit. J'ai dit Civitas, mouvement catholique intégriste. Est-ce que d'abord c'est une définition qui vous semble correcte ou pas? Oui, elle est correcte. C'est une des mouvances ou un des mouvements d'une planète ou d'une nébuleuse très traditionnaliste catholique, bien sûr. Mais je dirais, alors on pourrait dire que Civitas représente le côté le plus extrême, quoi, le côté le plus extrême droite de cette droite, de cette droite intégriste. Et donc c'est pour ça que on dit traditionnalisme. Eux, on peut vraiment dire, je crois, que le terme traditionnel d'intégriste. On est même au-delà de ça, puisqu'il y a aussi une visée politique dans ce mouvement qui n'est pas que religieux. Il y a un certain nombre de photos et d'images de membres de ce mouvement Civitas qui se prennent en photo, par exemple, au cimetière de l'Île-Dieu devant la tombe du maréchal Pétain. On a eu des propos antisémites tenus lors d'un colloque, c'est ce qui vaut d'ailleurs la polémique du moment à Civitas, avec un intervenant qui a regretté l'époque d'avant 1789, non pas d'avant la fin des privilèges, mais avant l'époque, avant la naturalisation des Juifs français, et qui appelait donc, en quelque sorte, à déchoir nos compatriotes juifs de leur nationalité. Il y a encore des catholiques intégristes qui pensent que les Juifs ne sont pas des Français.
Alors là, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, hein, quand même. Je pense quand même que ce type représente un point extrême. Alors je ne doute pas que, si vous voulez, en privé, des propos de ce genre-là soient tenus. Mais en général, même à Civitas, donc Civitas ou Civitas, qui est le point le plus extrême de ces mouvances, on ne dit plus publiquement des choses comme ça. Alors lui, il a sorti ça à un congrès interne. Probablement qu'il répétait des choses qui sont dites en privé, mais je ne vois pas trop qu'en public on affirme des choses de ce genre-là qui sont quand même énormes. C'est hallucinant, quoi, hein, franchement. Enfin... Avec quand même, quand on regarde attentivement cette vidéo, ceux qui assistent à cette conférence applaudissent à la fin de la... Et je suis assez d'accord avec vous, c'est une résurgence, quoi. C'est comme un fond de sauce dans une casserole cuite et recuite d'une extrême droite rance, antisémite, qui historiquement a eu son existence. C'est un courant de pensée de l'extrême droite française. Mais une telle expression sur la dernière période, on avait tendance à un peu oublier peut-être, mais cela existe. Jean-Louis Schlegel. Oui, cela existe. Puis de toute façon, on savait, enfin, on l'a dit. Hein. Enfin, moi, je le savais en tout cas. Ils sont antisémites. Il n'y a aucun doute là-dessus. Hein, ils ne le cachent pas. Alors pour quelle raison d'ailleurs? Enfin, c'est difficile d'expliquer ce genre de choses. Mais si vous avez un mouvement qui est quel est le prétexte qu'ils trouvent à leur antisémitisme? Mais quelque part, ils sont restés dans l'idée que les Juifs ne font pas partie d'une certaine manière de la tradition française. Les Juifs doivent toujours conquérir en quelque sorte leur légitimité de Français. Il n'y a pas eu de révolution là-dessus, quoi. Hein. Il n'y a pas eu les mesures de la Révolution française qui accordaient aux Juifs en tant qu'individus la citoyenneté totale et complète. Et donc ils en sont restés là. C'est un peu effrayant, mais c'est comme ça. Mais simplement quand même qu'aujourd'hui quelqu'un dise qu'il faudrait pour les Juifs en revenir à ce stade pré-révolutionnaire, c'est quelque chose que j'ai rarement lu. Je ne le cache pas. Heureusement. En plus, si vous voulez, tous ces groupes-là, souvent, ils sont aujourd'hui beaucoup plus anti-arabes et anti-musulmans qu'anti-juifs. Hein, et certains d'entre eux se disent alliés des juifs contre les arabes et contre les musulmans. Hein. Donc, de toute façon, on ne va pas forcément faire une hiérarchie dans les différents racismes. Et malheureusement, il faut tout pour faire un monde, y compris de ce genre de cette engeance. J'aimerais donner la parole à notre autre vraie voix, Joseph Touvenel. D'abord, la première chose, c'est qu'en tant que catholique, ça me fait aussi mal que quand je vois une crapule et qu'on me dit c'est en français. Et puis, dans les propos qui ont été tenus, d'ailleurs, ils associent les juifs et les musulmans. Et moi, j'ai envie de poser la question à celui qui a tenu ces propos. Mais s'il voyait arriver aujourd'hui sur un âne une femme qui s'appelle Marie, avec un époux qui se prénomme Joseph et qui est charpentier, et un enfant dans les bras qui devient Jésus-Christ, il fait quoi? Et qui demande d'avoir la nationalité française, il leur dit non? Ben moi, Jésus-Christ, pour moi, c'est un modèle. Et puis, puisqu'il se drape aussi dans le drapeau tricolore, je voudrais leur rappeler que, par exemple, il y a un certain David Bloch qui s'est porté volontaire pendant la guerre de 14-18 pour aller dans les lignes ennemies, faire du renseignement. Il a été capturé, il a été fusillé, il avait 21 ans, il était juif alsacien. Je voudrais rappeler qu'il y a un certain capitaine Khelif qui a fait notamment Dien Bien Phu, qui a été blessé, mais surtout qui en 1962 à Oran a transgressé les ordres, a sauvé des centaines d'Occidentaux qui étaient prévus pour la mort, puisque ceux qui l'ont pas sauvé ont été tués, ont été massacrés. Capitaine Khelif, il est d'ailleurs, il a été commandeur de la Libération, et le capitaine Khelif, c'est aussi le fondateur de l'Union nationale des anciens combattants français musulmans. Je suis très fier d'avoir comme compatriote un capitaine Khelif ou un David Bloch. Effectivement, ça ce sont des évidences qui n'existent pas pour Civitas, Jean-Louis Schlegel. Oui, j'ai envie de dire, je suis évidemment totalement d'accord avec Joseph Touvenel là dans ce qu'il a dit. Hein, mais simplement, je rappelle deux choses. Hein, c'est que ces gens-là, disons cette tradition-là, ignorent totalement la tradition de l'Évangile. Pour eux, l'Évangile, il y a même, comme ils sont maurassiens en plus, Maurrassien a quand même eu des mots absolument effrayants sur le célèbre Magnificat, donc le cantique de Marie, qui reconnaissait, disons, la dignité des humbles et des
les petits. Donc, pour Maurras, c'est un texte qu'il faudrait supprimer des évangiles. Et puis d'autre part, il y a aussi le fait que, bien entendu, pour ces gens-là, il y a des bons juifs et des mauvais juifs. Il y a des bons juifs, hein. De même qu'il y a aussi quelques bons musulmans de ci, de là. Ça ne fait aucun doute, mais ça ne les empêche pas de les condamner comme groupe, comme race, quoi. Hein. Alors, question importante que j'aimerais vous poser malgré tout, parce qu'on parle d'un groupe Civitas, donc un parti, un mouvement, appelons-le comme ça, groupe ou groupuscule. Combien sont les membres de cette mouvance ? Oui, non, mais ça, effectivement, on ne le saura pas. Alors, depuis qu'ils sont partis politiques, c'est-à-dire depuis 2016, ce qui leur permet, entre parenthèses, de toucher de l'argent public, hein, notamment quand il y a des dons, il y a l'abattement fiscal pour les dons. Mais disons, alors ils revendiquent 170 000 sympathisants. Bon, bah, écoutez, ça ne mange pas de pain. On peut toujours se dire 70 000, 200 000. Est-ce qu'on a une idée du nombre de paroisses qui leur sont fidèles ou pas ? Non, je ne pense pas. Mais à mon avis, c'est groupusculaire. Hein. Simplement, la différence de Civitas, c'est qu'ils ont décidé à un moment donné, je crois, sous la direction d'Escada ou d'Escada. Alain Escada. Oui, Romain Escada, ils ont décidé de devenir très activistes. Et presque activistes sur le mode d'une certaine gauche, je dirais, vous voyez, un peu évidemment, pour des motifs peut-être même certainement totalement illégitime par rapport à une certaine... Mais ils ont décidé d'employer les moyens actuels de gêne de l'action publique, c'est-à-dire ils interviennent à tout bout de champ, ils font des processions de rue, les prières de rue. Il y a eu aussi plusieurs incidents, on peut le rappeler aussi, qui sont passés il y a quelques semaines avec certains événements culturels qui ont été perturbés ou empêchés par des militants de Civitas. Oui, absolument. Et de façon, alors évidemment, qui invoquent, mais disons, alors c'est toujours pareil, c'est absolument invraisemblable, mais malgré tout, ça marche apparemment. Ils invoquent la profanation, le sacrilège et le blasphème. Le sacrilège et le blasphème, l'insulte contre l'Église, l'insulte contre les catholiques, etc., etc. Bon, ils jouent évidemment. Ils jouent sur le droit paradoxalement alors qu'ils ne respectent pas du tout le droit eux-mêmes. Hein. Question importante qu'on n'a pas encore abordée. Quels sont les rapports entre ces catholiques intégristes-là, je précise bien donc les membres ou les sympathisants de Civitas, et l'Église catholique en tant que telle? Est-ce qu'ils s'en réclament? Est-ce qu'ils se réclament du pape ou pas? Oui, non, mais non, enfin si, alors ils peuvent se réclamer du pape, mais ils disent qu'ils sont catholiques, mais l'Église catholique ne les reconnaît pas du tout. Hein. D'autant plus que la plupart se retrouvent sans doute du côté du schisme de Monseigneur Lefebvre, hein, disons, de ce qu'on appelle aujourd'hui la fraternité saint-pédiste, c'est-à-dire vraiment les intégristes qui ont fait schisme en ordonnant des évêques en 1988. Donc c'est quand même de ce côté-là qu'ils se reconnaissent éventuellement. Et moi je pense que c'est un catholicisme avant tout politique, si vous voulez. C'est surtout ça qui leur importe. Ils s'en fichent éperdument, à mon avis, de ce que raconte le pape, les évêques, etc. C'est un reproche qui avait été aussi adressé en son temps à Charles Maurras, dont 5 ouvrages. A passé de mauvais moments avec les JMJ à Lisbonne, notamment sur les interventions et sur le message de François. Effectivement, c'est une autre ligne. Je crois qu'en plus, ils s'en moquent. Non, mais je pense que François est pour eux un objet de détestation absolue. Hein. Ça, c'est évident. Non, mais ce qu'on voit, c'est d'ailleurs qu'il y a de l'antisémitisme chez ce groupuscule, et il y a de l'antisémitisme donc à l'extrême droite. Effectivement, il y a une ligne, mais qui a quasiment disparu, Dieu merci, mais qui était très développée avant-guerre, hein, dans une certaine droite. Mais on retrouve aussi dans une partie de l'extrême gauche, une certaine extrême gauche, où ils se retrouvent. On en a déjà parlé sur Sud Radio. Oui. Et d'ailleurs, il y a des échanges entre eux, c'est plus poreux qu'on peut l'imaginer, comme quoi les fous furieux se retrouvent toujours. Abdoulaye Kanté, est-ce que le policier que vous êtes est inquiet lorsqu'il voit bien les activités de certains de ces groupes extrémistes? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que savoir, quand on voit des agissements de ces groupuscules, que ce soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, quelle est on va dire, l'action de l'État en lui-même. Alors, je vais juste aller en contre ce que disait Olivier tout à l'heure, mais l'État n'a pas la main ferme, en fait, notamment le ministère de l'Intérieur n'a pas la main ferme avec ces groupuscules. Si on revient 3 ans en arrière, nous avons quand même le groupuscule Génération Identitaire, les Zouaves, Alvalarium, qui ont été... Paris, oui. Exactement, qui, par leurs actions, ont été, on va dire, tout de suite dissous par l'action du ministère de l'Intérieur, parce qu'effectivement, leurs actions étaient anti-républicains,
forme de séparatisme. Donc effectivement, l'action a été menée. Après, on demande est-ce que oui, mais à quand ces groupuscules ont été dissous? Tous les jours, quand on voit, j'en discute souvent avec mes collègues de la DGSI, qui font un travail mais vraiment énorme sur déjà de détection de ces groupuscules, que ce soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, pour justement les signaler et faire en sorte qu'ils soient dissous. Maintenant, quand on voit ce groupuscule qui représente 170 pèlerins qui sont en train de, évidemment, tenir des propos ignobles, notamment envers les juifs, ils ont été plus malins que ça parce qu'ils utilisent aussi cette force invisible, j'ai envie de dire, qu'on appelle les réseaux sociaux. Parce que cette force qui, justement, arrive à pouvoir envoyer une parole à des personnes qui ne sont pas forcément adhérents à ce genre de groupuscules, mais qui vont pouvoir la diffuser. Et c'est ça qui est dangereux, c'est savoir et essayer de trouver prendre le mal à la racine, en fait. Et c'est ça qui est le plus important. Et je trouve que si ce groupe est dissous, ça me paraît logique et normal que l'État puisse répondre face à cela. Jean-Louis Schlegel, est-ce qu'il y a un potentiel de violence dans ces groupes-là, ou est-ce que ce sont juste des antisémites, ce qui est déjà pas mal, mais qui se bornent à prier ou à tenir des discours haineux? Je n'ai pas compris exactement. Est-ce qu'il y a un potentiel de violence dans ces groupes-là ou pas? Oh non, moi à mon avis relativement restreint tout de même. Hein. Mais moi je pense que je pense que évidemment tous les États démocratiques détestent ce genre de groupe. Simplement, ce sont des États de droit et disons la liberté de réunion, de rassemblement, d'opinion est aussi une liberté très très importante, presque sacrée. Alors chaque fois que l'État intervient, même pour interdire des groupes de ce genre-là, il y a des protestations, des gens qui ne sont pas d'accord, etc. Moi, je pense que Darmanin a trouvé peut-être là, avec cette phrase complètement, absolument extraordinaire de ce militant de Civitas, il a trouvé peut-être l'occasion de le supprimer, quoi. Enfin, parce que de supprimer en tout cas Civitas. Oui, voilà, exactement. Et donc, je pense qu'il a eu raison quand même. Après les propos qui ont été tenus, c'est vrai que c'est quand même c'est anti-républicain. Oui, mais vous le savez aussi comme moi, chaque fois qu'il y en a un qui est supprimé, il ressort ailleurs sous un autre nom, quoi. Alors c'est vraiment très difficile pour les gouvernements démocratiques qui sont des États de droit, encore une fois. Mais bon, là, moi je pense que c'est quand même une grosse erreur qu'ils ont commise avec cette déclaration qui a été répandue, qui est dans une vidéo, je crois, hein, visible. Et donc là, à mon avis, ils ont fait l'erreur qui va leur coûter cher. Oui, ceci dit, c'est pas non plus. Dans le même temps, attention quand le pouvoir politique, je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, au contraire, mais attention quand le pouvoir politique se met à prendre des positions par rapport à des groupements parce que c'est pas les mêmes idées. Mais là, on voit très bien que de toute façon, c'est pas le sujet sur ce cas-là, puisque il transgresse la loi en plus. Oui, évidemment, c'est clair. Sous le coup de la loi, évidemment. Je regarde toujours avec beaucoup d'attention quand le pouvoir politique commence à dire je vais dissoudre parce que, etc. Joseph a raison sur ce point-là, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on touche aussi sur le fait de la manifestation, de la liberté d'opinion, etc. Mais encore une fois, tant que ça tombe sous le coup de la loi, bien évidemment, il faut se questionner. Ils vont peut-être invoquer la loi Guesso, hein, qui interdit les propos antisémites et l'antisémitisme actif, etc. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, cette loi elle-même a été fortement contestée en son temps. Hein. Oui, y compris par des sympathisants de cette mouvance. Toujours le même propos, c'est une loi liberticide, quoi, etc. Il faut que une société doit se défendre par elle-même, doit être assez forte pour refuser ce genre d'idées, de propositions, etc. Bon, moi, personnellement, je pense que c'est un peu idéaliste de penser ça, mais je pense qu'il faut des lois qui interdisent ce genre de propos. Et puis surtout, mais vous l'avez évoqué, je pense que les réseaux sociaux ont multiplié les possibilités d'expression de ce genre-là qui sont absolument infinies aujourd'hui. Cela étant, il faut aussi préciser que c'est pas la première fois que ce type de propos est tenu par des membres de ce groupe. Vous avez d'autres vidéos plus vieilles où une oratrice cite le protocole des sages de Sion qui est le faux antisémite le plus célèbre de l'histoire. Oui. Vous avez d'autres vidéos avec un hommage à Léon Degrelle, SS belge qui est mort chez Franco. Enfin, c'est pas la première fois. Hein. Oui, vous avez raison, mais disons, là, c'est l'antisémitisme le plus classique depuis la fin du 19e siècle. Mais là, je trouve ce propos de dire les Juifs devraient être reconnus par la, disons, devraient perdre leur nationalité. Voilà, n'ont pas la nationalité. Les Juifs nés en France n'ont pas de parents français, n'ont pas la nationalité française. C'est quand même absolument invraisemblable. On est effectivement tombé sur un champion. Peut-être que le plus triste, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui nient la Shoah
C'est les négationnistes notoires qui, justement, font du mal à notre société. Mais je pense que ceux-là en font partie. Hein. Mais là, on est encore une fois, on est dans des choses un peu assez connues, quoi. Là, je trouve, tandis que le propos de ce gars-là, pour moi, il m'a paru absolument, enfin, je sais pas comment dire, incongru, quoi, et d'une bêtise totale. Enfin. Dernière question pour vous, Jean-Louis Schlegel, je le rappelle, sociologue des religions. On a parlé de l'antisémitisme au sein des catholiques. Alors, là, on parlait de Civitas, c'est un groupe particulièrement caricatural et peu fourni. Il y a une histoire, en revanche, de l'antisémitisme au sein des catholiques. D'ailleurs, c'est le journal La Croix qui lui-même en a parlé dans une magnifique série très courageuse cet été qui était publiée sur le passé et les origines antisémites ou plutôt anti-dreyfusardes du journal La Croix. Est-ce que ça veut dire que ça a disparu aujourd'hui largement, l'antisémitisme des catholiques ? Non, il y a toujours un antisémitisme, je dirais, flottant, quoi. Mais malgré tout, disons, ce que l'Église a fait avec le Concile Vatican II, c'est quand même une condamnation extrêmement forte, et dont les Juifs aujourd'hui lui sont très reconnaissants, une condamnation de l'antijudaïsme chrétien, quoi. C'est-à-dire vraiment d'éviter dans sa théologie, dans sa doctrine, tous les mots qui peuvent entraîner un antijudaïsme. Mais l'antijudaïsme est une chose, mais disons l'antijudaïsme comme religion, du judaïsme comme religion, mais l'antisémitisme est encore autre chose, quoi. Hein. C'est presque le juif avec un grand J, essentialisé comme juif définitivement. Je sais pas. Et ça a été effectivement condamné par l'Église catholique. Jean-Paul II avait fait des grands pas parce que Jean-Paul II a vécu dans une petite ville où il y avait une très forte communauté juive. Absolument. Et jeune, il a vécu normalement avec ses voisins. Hein. Il se trouve qu'il avait des voisins juifs qui se sont toujours bien entendus. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, quand ils se sont retrouvés avec... D'abord, ils ont combattu ensemble la dictature communiste. Ça crée quand même des liens. Et Jean-Paul II a fait beaucoup. Ensuite pour que les relations soient absolument normales et les catholiques aujourd'hui, en tout cas dans la très très grande majorité, reconnaissent que les juifs c'est la maison mère, sont nos grands frères. Oui, Jean-Paul II était quand même un peu malgré tout une exception polonaise, parce qu'en Pologne l'antisémitisme était très enraciné pour des raisons historiques, bien entendu. Hein. Effectivement, merci à vous en tout cas pour cet éclairage, Jean-Louis Schlegel, sociologue des religions, philosophe et membre de la direction de la revue Esprit, qu'on peut toujours d'ailleurs vous recommander à vous qui nous écoutez sur Sud Radio. Restez avec nous, on va se retrouver dans quelques instants avec nos trois vraies voix, Abdoulaye Kanté, Joseph Touvenel et Olivier d'Artigol, et on va vous proposer une petite sortie culturelle, tiens, dans le sud-ouest en plus, sur Sud Radio. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. C'est la dernière ligne droite des vraies voix de l'été, toujours avec le syndicaliste Joseph Touvenel, avec le communiste Olivier d'Artigol et le policier. On n'est pas réduit à une étiquette. Non, ça c'est bien. J'essaie de simplifier. Non, c'est vrai, là-dessus, j'aurais pu dire le Béarnais Olivier d'Artigol. C'est une autre étiquette, elle est belle aussi. Oui. Non. Pas Olivier, quoi. Oui, avec Olivier, notre ami Olivier. La nature humaine, c'est complexe. Hein. Exactement, surtout quand elle est susceptible, manifestement. Et avec Abdoulaye Kanté qui nous accompagne. Chers amis, c'est l'été, c'est encore les vacances. Et je vous propose de terminer par 5 petites minutes de bonheur avec un conseil de sortie. Vous allez nous dire si ça vous parle. C'est subjectif la comédie, Murray. Imaginons un instant que vous soyez un homme malhonnête. Imaginons. Dans certaines circonstances, un producteur pourrait gagner plus d'argent avec un four qu'avec un succès. C'est décidé, je vais devenir pro. Et je crois avoir trouvé alors qu'il est le secret de mon bonheur. Une vie tranquille et retirée du monde à la campagne, puis le repos, la nature, les livres, la musique. Et la culture surtout. Et on va essayer de sortir. On retrouve notre invité Jean-Baptiste Siossa. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. J'ai dit bonjour, mais c'est bonsoir en fait. Il est effectivement 18h52. Vous êtes le co-directeur artistique du festival Rêve en Vézère. On est dans le Périgord, dans un endroit absolument magnifique. Qu'est-ce que ce festival Rêve en Vézère ? Alors ce festival, c'est un rêve au bord de la Vézère. On se balade dans les châteaux, les villages, les fermes, avec des spectacles, du théâtre et de la comédie. Et on essaye de réunir agriculteurs, locaux, touristes, pour faire des grosses fêtes culturelles dans notre beau pays, en suivant sa rivière des origines. Au fil de la Vézère, c'est beau le Périgord, en plus c'est absolument magnifique. Alors quel type de spectacle vous nous proposez pour ce soir, puisque c'est la dernière ?
Oui, alors c'est au Lardin Saint-Lazare. C'est le Malade imaginaire d'après Molière, mais fortement revisité, recustomisé, rafraîchi et modifié. Voilà. Rafraîchi comment ? C'est-à-dire qu'on trace des parallèles vers l'actualité. On avait monté ce spectacle pendant le Covid, voilà, pour crever un peu l'abcès, le Malade imaginaire. On avait fait plein de petits parallèles avec le vaccin, avec tout ça, avait fait beaucoup rire. Ouais. Et donc on l'a repris sous une autre forme, voilà. Et puis avec toute l'actualité qu'on a, les problèmes mondiaux, tout ça, on essaye de toujours dans nos spectacles d'avoir un parallèle comme ça qui crève l'abcès et de rire un peu des politiques mondiales, de l'ambiance, et tout en respectant Molière et avec beaucoup d'interactions. On fait monter les gens sur scène, ils jouent avec nous, ils jouent des personnages. C'est un peu et le succès, j'imagine, est au rendez-vous. Qui est-ce qui vient vous voir d'abord ? Est-ce que ce sont des gens du Périgord ou est-ce que ce sont aussi les nombreux Anglais, parfois les Néerlandais, qui viennent aussi dans cette très belle région en été ? Oui, alors après, pour l'instant, les spectacles sont en français, donc c'est pas accessible à tous, mais il faudra peut-être aller vers ça parce qu'on nous le demande de temps en temps. En tout cas, il y a moitié locaux, moitié touristes, en gros, et de plus en plus d'autres régions, parce qu'on a démarré plus avec les locaux il y a 3 ans, les locaux, et là, ça commence à faire parler grâce aux radios, aux journaux, grâce à vous, notamment aussi bientôt, et puis ça fait son petit chemin. Donc on a augmenté les jauges de 50% l'année dernière, on espère faire pareil cette année. Et les Français sont toujours au rendez-vous, en tout cas les Français et les autres d'ailleurs. Joseph Touvenel. Le problème du Périgord, c'est que voilà, il y a la culture, mais on n'y mange pas très bien d'après ce que je sais. C'est ça, hein. J'allais le dire. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que ce soir on a du magret de canard, on a des salades de noix de gésier, de tout ce qu'on veut. Il y a à boire. Le principe, c'est que ce soit festif, c'est que ça sente le terroir, la ruralité. On est en train de perdre Jean-Marie là. Oh, écoutez, c'est formidable le Périgord. Qui viennent. On arrive, figurez-vous, j'y étais il n'y a pas si longtemps, comme quoi vous savez tout en tout cas. Qu'est-ce que vous avez proposé comme autre type de spectacle dans votre festival ? Alors, on a proposé des plaisanteries rurales inspirées de Tchekhov. En général, on s'inspire d'auteurs classiques et après on voit ce qu'on peut en faire. Et donc, c'est-à-dire que c'est des... Qu'est-ce que vous avez fait à la Cerisée alors, de Tchekhov ? Alors, pas la Cerisée, non, parce nous, on va plutôt vers la comédie. Là, c'était la demande en mariage, le jubilé. C'est, ça parle d'histoires de propriétaires, de chasse, des choses qui font écho dans nos campagnes et qui montrent aussi que de l'autre côté de l'Oural, il y a un peu les mêmes histoires. Donc, ça réconcilie un peu avec cette vision du monde et les problèmes qu'on a en ce moment. On peut pas trop voyager, donc ça nous rapproche. C'est un peu le principe. Et on a fait aussi des one-man. Donc la revanche du terroir, par exemple, c'est toujours en rapport avec la ruralité, le plus possible. Et ça, c'est formidable. Je vais vous demander de nous dire où est-ce qu'on a rendez-vous ce soir, puisque c'est la dernière, et quelles sont les conditions d'accès. Alors, c'est au stade de rugby du Lardin Saint-Lazare. C'est sur la Nationale 89 entre Brive et Périgueux. C'est une petite commune au bord de la Vézère et du Cerne, qui sont le Cerne qui est une petite rivière. Et donc, on est en plein stade. Comme c'est la dernière, l'accès est libre, gratuit, ouvert au public, acheté par la mairie et les communautés de communes. Donc, il n'y a que le repas qui est payant. Le repas c'est autour de 10 €. Et puis après, voilà, c'est nous... c'est pas cher le magret, hein, on va le dire quand même. De quoi ? C'est pas cher le magret en plus, donc vous êtes sympa. Non, voilà, une assiette, vous venez en famille, vous avez une soirée pour pas cher. Avec, ça tourne à torture, nous, on est avenue président Kennedy. Ça devient on va vous envoyer le Béarnais Olivier d'Artigol, il arrive, il a faim. C'est pas le seul. On vous souhaite une belle dernière en tout cas, et bravo pour ce que vous avez fait, Jean-Baptiste Siossa. Merci beaucoup de votre écoute, au grand plaisir. Mais avec plaisir en tout cas. Belle dernière pour le festival à Rêve en Vézère dans le Périgord, co-directeur artistique du festival. C'était votre titre, il fallait qu'on le rappelle. Merci à nos 3 vraies voix. C'est fini. Merci déjà. C'est presque fini, vous pouvez aller manger, Olivier d'Artigol. Vous pouvez aller manger, vous êtes libéré. Merci à vous également, Abdoulaye Kanté. Merci. Et merci à vous, Joseph Touvenel. Vous partez en vacances. Moi je vais aller à la maison de l'Aveyron manger un petit peu. C'est déjà pas mal. Voilà. Allez, un petit aligot là-bas. Je sais pas si c'est fait si c'est un plat de saison, mais un bon petit aligot. Pourquoi pas.
pas. Allez, tout de suite, on va retrouver notre ami Gérard Klein. Les routes de l'été à bord de sa DS jaune. Gérard Klein qui nous emmenait aujourd'hui dans le Gévaudan. Vous allez voir des rencontres absolument magnifiques. Et ça, c'est tout de suite, juste après les informations de 19h. Quant à nous, on se retrouve demain à 17h avec toutes les vraies voix Sud Radio.